Quand Alec Ygritte n'était qu'un gamin qui passait le plus clair de son temps à des futilités, comme pêcher aux alentours de la capitale, un magicien flamboyant, Eldaz, l'aborda et lui demanda s'il s'intéressait à la magie. Au début, Alec crut qu'Eldaz était l'agent de Didi, mais il s'avéra qu'il voulait simplement lui enseigner la magie. Eldaz commença vite à lui apprendre à lancer des sorts en pensant aux amis qu'il se ferait et comment il devrait les sauver des attaques de monstres. Grâce à ces méthodes d'enseignement plutôt traumatisantes, Alec apprit la magie rapidement. Même ainsi, il fut déçu qu'il lui faille une journée entière pour un seul sort, et il n'écouta même pas Eldaz marmonner qu'il faut 1 mois aux gens normaux pour l'apprendre. Alec demanda avec empressement à Eldaz de lui enseigner un autre sort, mais celui-ci dit au jeune homme trop zélé qu'un seul sort suffisait pour la journée. Alec n'en fut pas satisfait, mais Eldaz resta ferme sur sa décision et ils décidèrent de passer le reste de leur temps à pêcher. Alec continua de bouder comme un gamin tout le temps, mais Eldaz flatta son ego en lui disant qu'il avait un grand talent pour la magie. Il dit à Alec que même sans ses leçons, il deviendrait un grand magicien à l'avenir, et lui demanda de laisser faire le destin. Alec fut choqué d'entendre cela et demanda à Eldaz pourquoi il lui enseignait la magie au fond. Avant qu'il ne puisse répondre, un poisson mordit à sa ligne et Eldaz paniqua, car il n'avait jamais pêché de poisson auparavant. Alec se moqua de lui avant de l'aider, disant qu'un magicien aussi doué que lui devrait savoir pêcher. Quoi qu'il en soit, leur vie d'élève et de professeur continua au fil du temps et Eldaz enseigna beaucoup de choses à Alec sur la magie. Mais un jour, Eldaz annonça soudain qu'il quittait la capitale. Alec fut dévasté par cette nouvelle, car cela signifiait qu'il ne reverrait plus jamais son professeur. Mais Eldaz avait un dernier conseil à lui donner. Il dit à Alec que s'il avait un jour la chance de devenir magicien de la cour, il devrait refuser ce rôle. Alec ne comprit pas ce qu'il voulait dire et demanda à Eldaz pourquoi il lui avait même enseigné la magie. Eldaz abandonna son expression sombre un instant en parlant de la défunte mère d'Alec, qui lui avait rendu un grand service de son vivant, et il essayait juste de rembourser son fils en l'instruisant. Ce fut la dernière fois qu'Alec vit son professeur, et il travailla dur pour entrer à l'Académie royale de magie afin de pouvoir le revoir. Là, Alec découvre qu'Eldaz fut autrefois élève de la même académie et qu'il en sortit major de sa promotion, devenant magicien de la cour peu après. Cependant, il fut renvoyé de ce poste en quelques années et Alec comprend pourquoi Eldaz lui avait dit de ne pas devenir magicien de la cour. Au lieu de suivre son conseil, Alec décide de devenir magicien de la cour afin de pouvoir changer la cour impériale injuste elle-même. Bref, il réussit à atteindre son objectif et devient magicien de la cour. Mais il s'avère qu'il aurait dû écouter les conseils de son professeur. Alec ne le réalise que lorsque le prince héritier Régulus le renvoie de son groupe d'aventuriers au milieu d'un donjon. Il demande au prince la raison et l'enfoiré blond lui dit qu'il est viré parce qu'il est inutile. Il explique comment il risque toujours sa vie en première ligne pour vaincre les monstres. La magicienne du feu Lenny utilise ses sorts pour repousser les monstres, et leur tank X bloque les attaques ennemies. D'un autre côté, Alec reste toujours à l'arrière et il ne peut lancer que de la magie de soutien pitoyable. Régulus dit qu'ils n'ont pas besoin d'un perdant comme lui dans leur groupe, puis insulte davantage Alec, disant qu'il ne mérite même pas d'être appelé magicien de la cour. Alec essaie d'expliquer pourquoi il n'utilise que la magie de soutien, mais Régulus ne veut pas entendre sa réponse. Lenny est également d'accord avec lui, traitant Alec de lâche qui n'a pas le courage d'aller plus loin dans le donjon, et il les retient toujours. X hoche la tête en silence, et Lenny dit qu'ils l'ont supporté tout ce temps, parce que le roi lui avait ordonné de rejoindre leur groupe. Cependant, maintenant que le prince a décidé de le virer, elle ne voit aucune raison de se comporter poliment avec lui. Régulus dit qu'Alec a dû obtenir les meilleures notes à l'académie en faisant des faveurs au professeur pour des points supplémentaires. Il lui demande ensuite pourquoi il porte une dague alors que les roturiers n'ont pas le droit de porter des armes. Alec explique qu'ils auront besoin de la dague pour l'étage suivant du donjon, mais Régulus se met en colère contre lui, il lui arrache la dague et saisit Alec par le col, lui disant que personne dans son groupe ne lui désobéit. Le prince lui arrache ensuite sa robe de magicien de la cour, lui disant qu'il ne la mérite pas. Alec est dévasté par cela et il n'a d'autre choix que de quitter le donjon. Cependant, malgré son renvoi et les insultes, il veut toujours aider Régulus et le groupe. Il rassemble des notes qui peuvent aider Régulus à affronter les étages inférieurs du donjon, d'autant plus qu'il manque de pouvoir magique. Le lendemain, Alec se rend au palais pour en parler au roi, mais les gardes l'arrêtent, lui disant qu'il a été démis de son poste de magicien de la cour. Il n'est plus qu'un roturier maintenant, et les roturiers n'ont pas le droit d'entrer au palais sans permission. Alec est choqué d'entendre cela, et à ce moment-là, Lenny arrive pour remuer le couteau dans la plaie. Elle lui dit de dégager, puis retourne à l'intérieur du palais, mais Alec lui demande de l'écouter juste une fois.
Il lui demande de porter les notes qu'il a compilées au roi car c'est lui qui l'avait nommé magicien de la cour et lui avait dit de rejoindre le groupe du prince. Lenny prend les notes seulement pour les déchirer et les piétiner. Elle ordonne ensuite aux gardes de chasser le roturier et Alec se retrouve sans espoir et sans emploi au milieu de la ville. Il réalise enfin qu'il aurait dû écouter Eldaz et ne pas devenir magicien de la cour, quand soudain il entend une voix familière l'appeler. Alec se retourne et voit une rousse le fixer, puis elle court soudainement pour le serrer dans ses bras. Il met un instant à comprendre ce qui se passe, mais reconnaît finalement la fille comme Yora, une vieille amie de ses jours d'académie. Ils s'assoient pour se raconter leur vie, et Alec raconte à Yora comment il a été viré du groupe du prince ainsi que de son poste de magicien de la cour. Yora est furieuse d'entendre cela et maudit le royaume qui discrimine nobles et roturiers. Alec réussit tant bien que mal à la calmer avant que quiconque ne les entende, puis Yora dit que c'est en fait une bonne chose qu'il ait été viré. Alec n'est même pas blessé par sa déclaration après tout ce qu'il a traversé ces 2 derniers jours, mais Yora lui rappelle alors qu'elle avait promis un jour de le faire rejoindre son groupe. Alec s'en souvient, puis Yora révèle qu'elle est venue à la capitale pour la même raison. Elle se lève et tend la main vers Alec lui demandant de conquérir des donjons avec elle. Il est heureux de recevoir l'offre, mais il a commencé à douter de lui-même après avoir été viré de son poste. Cependant, Yora ne se soucie de rien de tout cela. Elle dit à Alec que la seule personne qu'elle veut dans son équipe, c'est lui, et qu'aucun autre magicien ne peut prendre sa place. Il est ému en entendant cela et accepte immédiatement son offre, et Yora l'accueille avec joie dans son groupe de rang A. Le lendemain, Alec quitte le pays avec Yora, et il rêve du conseil d'Eldaz de ne pas devenir magicien de la cour. Quelques jours plus tard, la nouvelle du départ d'Alec du pays parvient à Régulus et à son groupe, et il s'en moque éperdument. Régulus raconte comment Alec était salué comme un génie parmi les étudiants de l'académie et qu'il avait de grands espoirs en lui. Ils pensent qu'ils ont perdu leur temps à cause de lui, mais Lenny dit qu'ils n'ont plus à s'en soucier maintenant car bientôt un noble de sang pur rejoindra leur groupe et ils deviendront bien plus puissants. Pendant ce temps, Alec et Yora atteignent Fizzle, la cité des donjons. Yora lui explique comment cette ville est la base de nombreux aventuriers car elle ne fait pas de discrimination entre nobles et roturiers. Elle est impatiente de faire enregistrer Alec comme aventurier rapidement. Mais une fois arrivés à la guilde, ils ont une mauvaise surprise. La réceptionniste dit à Alec qu'il ne peut pas être enregistré avec le groupe de Yora car il dépasse le 30e étage du donjon et il doit être membre de la guilde pendant 2 ans avant de pouvoir les rejoindre. Yora pique une crise en entendant cela et demande à la réceptionniste de faire une exception pour Alec, mais elle refuse. Elle demande si son ami Krasja ne l'a pas approché à ce sujet, et la réceptionniste affirme que Krasja est venu ici et les a menacés pour laisser Alec les rejoindre. Cependant, la réceptionniste gère des cinglés comme elle tous les jours, alors ils n'ont même pas bougé. Alec et Yora reviennent bredouilles de la guilde et font une pause dans un parc public. Pendant qu'ils déjeunent, Yora dit à Alec qu'ils ont atteint le 52e étage du donjon et qu'ils ne peuvent pas attendre 2 ans pour qu'ils rejoignent leur groupe. Cependant, elle n'est pas du genre à perdre espoir et décide que s'ils ne peuvent pas aller dans des donjons plus profonds que le 30e étage, ils iront dans des donjons moins profonds pour s'échauffer. Alec est d'accord avec cette idée et ils se rendent immédiatement dans un donjon de bas niveau avec des monstres insectes. Yora utilise sa magie de renforcement pour augmenter la vitesse d'Alec et elle virevolte autour d'elle, abattant les monstres avec facilité. Cependant, les choses deviennent sérieuses quand Yora remarque que le nombre d'insectes ne diminue pas et qu'il semble devenir plus fort. Alec est d'accord avec elle, soulignant qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans le nid qui force les monstres à agir ainsi, mais c'est toujours sous leur contrôle. Alors qu'ils continuent de combattre les monstres, Yora active son bouclier et commence à charger en avant pour trouver leur nid. Alec lui dit qu'elle prend un grand risque en faisant cela, mais elle lui répond que ce n'est rien du tout. Elle dit qu'il semble avoir perdu son mordant, car si c'était l'Alec du passé, des monstres de ce niveau ne seraient rien pour lui. Elle lui demande de lui faire confiance et de redevenir lui-même. Alec réalise que Yora dit la vérité et qu'il a juste besoin de retrouver sa confiance pour les sortir de cette situation. Il se souvient de la leçon d'Eldaz sur la façon dont il devrait sauver ses amis du danger et utilisant cela comme motivation, il décide de passer à l'offensive. Alec abat rapidement quelques monstres avec des boules de feu, puis vainc le reste avec sa dague. Cependant, un énorme essaim de monstres les encercle après cela, mais Yora ne s'en inquiète plus du tout. Elle lance une barrière autour d'eux, donnant à Alec le temps de préparation
pour lancer un puissant sort de zone qui désintègre instantanément tous les insectes. Une fois que tout semble calmé, Yora lui tape dans le dos, lui disant qu'il a toujours la main. Juste à ce moment-là, le sol sous eux commence à trembler et un gigantesque ver de terre en sort. Il attaque Yora, la dévorant presque. Alec lui dit qu'il va la sauver et qu'elle n'a qu'à activer son bouclier. Yora lui fait entièrement confiance et elle active son sort de bouclier tandis qu'Alec invoque un serpent de feu et attaque le ver de terre avec le réduisant en cendres. Yora est complètement indemne du feu et alors qu'elle descend au sol, elle court vers Alec. Elle dit qu'il est toujours le plus puissant mage d'attaque qu'elle connaisse et leur combat lui a rappelé leur jour à l'académie. À l'époque, ils luttaient contre un dragon à 5 têtes trop coriaces pour leurs armes et ses attaques étaient trop implacables. Cependant, Alec a anéanti le monstre avec un seul sort, après un temps de préparation suffisant. Grâce à cela, ils ont pu nettoyer le 68e étage du donjon et ont créé un nouveau record de l'académie. Et maintenant, Alec va rejoindre le même groupe d'amis à nouveau. À l'époque où ils ont détruit le boss du niveau 68 et sont retournés à l'Académie de magie, ils ont été salués comme la meilleure promotion d'étudiants que l'Académie ait vue depuis longtemps, et même leur instructrice naine, Rosie, savait qu'il y avait quelque chose de différent chez ces 4 étudiants, car ils semblaient s'harmoniser et travailler ensemble avec une synergie inégalée. Ils sont tous revenus des donjons avec des ecchymoses et des coupures, mais avec de larges sourires sur leur visage, car ils venaient de battre le record absolu d'atteinte et de franchissement du donjon de niveau 68. Et non seulement ils ont battu le record, mais ils l'ont complètement pulvérisé, car le dernier groupe le plus fort n'avait pu atteindre que le 32e étage. Finalement, le jour de la remise des diplômes arriva, lorsque Rosie la naine publia leurs résultats avec Rain 4e de la classe, suivi de Kraya qui était 3e, puis Yora qui était la 2e, et enfin Alec qui était de loin le meilleur étudiant de l'histoire récente et le major de promotion. Ils étaient tous heureux et pleins d'espoir à l'époque, se moquant de leur instructrice et se faisant aussi réprimander pour cela. Alors qu'ils quittaient l'académie ensemble, les autres étudiants observaient eux tous avec jalousie ce qu'ils pensaient être la formation de l'un des meilleurs groupes qu'ils verraient jamais. Un groupe qui allait certainement acquérir un statut légendaire, ne sachant pas qu'Alec déciderait bientôt qu'il ne voulait pas poursuivre sa carrière d'aventurier et voulait plutôt devenir magicien de la cour. Les membres de son groupe sont stupéfaits par cette nouvelle, mais ils réalisent que le poste de magicien de la cour est comparativement plus facile, avec une rémunération bien meilleure et plus stable. Même s'ils étaient découragés par cela, ils n'ont jamais blâmé Alec et lui ont souhaité bonne chance pour l'avenir. Tandis que Yora a promis qu'un jour il serait à nouveau en équipe. À présent, cette promesse semble se réaliser, alors que Yora et Alec célèbrent dans un bar, où après un seul verre d'alcool, Yora est complètement ivre-morte. Elle commence à s'énerver sur le fait qu'ils ne sont pas encore autorisés à aller dans les donjons plus profonds, mais finit bientôt par s'endormir là, sur le banc. Alec lui sourit, se souvenant qu'elle était fondamentalement la même pendant leurs années d'académie, une vraie simp. Il lui met sa veste pour qu'elle puisse dormir un peu plus au chaud. Mais l'une des personnes à l'intérieur du bar ne semble pas aimer les simps, car il est en mode Sigma Grind. Il s'approche d'Alec, se moquant de lui parce qu'il est un mâle bêta, mais Alec l'ignore complètement. Comme l'homme est un fan d'Andrew Tattertot, il a évidemment des problèmes de colère, alors il lève sa bouteille pour la fracasser sur la tête d'Alec, mais Alec utilise un bouclier de mana sans effort pour bloquer l'attaque avant de se tourner vers lui. L'homme lui sourit, content d'avoir enfin attiré son attention. Il savait déjà qu'Alec était un magicien de la cour et affirme qu'il ne s'attendrait pas à ce que quelqu'un d'aussi élite que lui se promène en essayant de devenir un aventurier. Ce changement soudain d'humeur le surprend, mais ce qui le surprend encore plus, c'est le fait que le grand homme costaud sorte une carte de sa poche qui s'avère être un laissez-passer d'aventurier et la pose sur la table devant lui. Alec est confus et demande ce qu'il fait bon sang, mais l'homme répond simplement que c'est un gage d'excuse pour l'avoir testé avec la bouteille. Mais il pose aussi une autre condition. Alec doit lui montrer sa magie s'il veut prendre le laissez-passer. Alec est toujours confus quand soudain Yora, l'idiote, se réveille groggy et appelle l'homme le maître de guilde, lui demandant ce qu'il fait ici. Alec est sans voix, se demandant pourquoi le maître de guilde lui donnerait juste un laissez-passer, mais l'homme semble être décontracté et le lui remet avant de les emmener au terrain d'entraînement. Il affirme que c'est la zone d'entraînement souterraine où il teste les groupes qui veulent monter de niveau. Et c'est là qu'Alec lui montrera sa force. Yora affirme que ce n'est peut-être pas le meilleur moment car Alec a bu depuis un moment, mais Alec affirme qu'il lui reste encore assez de mana pour se battre. Le maître de guilde se présente formellement à Alec comme étant Lévi. Et cela fait immédiatement tilt dans la tête d'Alec car il réalise que le maître de guilde est un mage très puissant qui dirigeait un groupe de rang S il y a quelque temps. Le maître de guilde rit, affirmant que ce sont des souvenirs flous maintenant et clarifie les exigences qui sont très simples. Alec doit impressionner Lévi avec ses compétences magiques et c'est tout. Sur ce, ils se préparent tous les deux pour la séance d'entraînement et Alec fait le premier pas en utilisant sa magie offensive d'éclair qui est habilement esquivée par Lévi qui à son tour utilise la magie de l'eau et lance des ballons d'eau je suppose.
Alec les esquive et réalise que le maître de guilde a l'avantage en termes de portée, il devra donc essayer une autre stratégie. Il décide de transformer le combat en un corps à corps, mais à sa surprise, au lieu de reculer, Levi frappe le sol avec ses poings et utilise la magie de renforcement sur lui-même, augmentant considérablement sa vitesse. Il fonce ensuite vers Alec, l'esquivant au tout dernier moment et commence à tourner autour de lui à une vitesse incroyable avant d'essayer de lui asséner un coup de poing solide qu'Alec bloque à peine avec son bouclier de mana. Le bouclier cependant finit par se briser sous la force du coup et il est projeté contre les murs. Levi est impressionné par sa durabilité, affirmant que peu de gens pourraient survivre à ce coup de poing, mais Alec sort d'un nuage de poussière, affirmant que Levi est bien un véritable aventurier de rang S. Sa nature nonchalante déconcerte un peu Levi qui s'attendait à le voir effrayé et inquiet, mais Alec affirme qu'il oublie continuellement qu'il n'est plus le magicien de la cour, lié par un tas de règles et capable d'utiliser uniquement la magie défensive. Puisqu'il n'est plus lié par rien, il peut vraiment se lâcher et utiliser tout son arsenal d'attaques magiques. Levi rit de cela et lui dit de venir à lui de toutes ses forces, et Alec sort à nouveau son bâton rigide, mais cette fois il le transforme en une lame magique. Levi se prépare à ses attaques et lui lance à nouveau des ballons d'eau, mais cette fois Alec parvient à esquiver le premier. Avant de trancher le suivant, il fait semblant de passer à l'offensive, ce qui force Levi à faire de même. Mais tout cela était un plan, car lorsque Levi utilise sa magie d'auto-amélioration et fonce vers Alec, celui-ci pose un piège et l'explose avec un éclair avant de le traverser d'un coup de lame. Levi reste immobile quelques instants, affirmant qu'Alec est vraiment quelqu'un d'autre, car il a déjà maîtrisé sa magie. Mais à la surprise d'Alec, Levi n'a pas encore fini et active son atout. Il sort des gantelets magiques recouverts d'écailles de dragon, ce qui lui donne un immense coup de pouce en force et avec toute cette puissance. Il fonce droit sur Alec qui esquive à peine le coup. Les coups de poing créent un cratère au sol, mais Alec n'est pas prêt à reculer et utilise alors son sort de foudre sur lui. Mais Levi se contente de l'ignorer, secouant simplement le coup. Levi traverse l'attaque et essaie de frapper Alec qui bloque le coup avec son bouclier, mais est repoussé. Il se demande ce qu'il pourrait faire ensuite pour gérer ce monstre, mais Levi a plus d'un tour dans son sac car il utilise une capacité spéciale de ses gantelets qui le guérit de toute blessure. Alec réalise que plus il prolonge le combat, pire sont ses chances de gagner. Alors il décide de pousser l'attaque et commence à taillader et à frapper Levi, qui parvient à bloquer chaque coup, narguant Alec de faire mieux que ça. Alec décide aussi de provoquer, ce qui énerve le maître de guilde, qui essaie de lui asséner un puissant coup de poing, mais Alec l'esquive et trouve une ouverture pour attaquer. Cela agace encore plus le maître de guilde, alors il poursuit l'attaque, frappant le mur à la place, tandis qu'Alec l'esquive avec agilité en passant dessous. Levi ne lui laisse aucun répit et tente une nouvelle attaque, mais Alec bloque avec succès avant d'essayer de porter le coup fatal. À sa grande surprise, le maître de guilde est bien plus coriace qu'il n'y paraît et encaisse les dégâts, avant de tenter un coup à deux mains qui soulève un nuage de poussière. Mais quand la poussière retombe, Alec en sort indemne et tente de s'en prendre à Levi une fois de plus. Mais cette fois, quand il frappe le maître de guilde, son bois rigide devient mou et il tombe au sol inconscient, ayant complètement épuisé son mana. Dora se précipite aussitôt vers lui, utilisant sa magie de régénération pour le soigner. Soudain, Rain apparaît dans le terrain d'entraînement, se moquant de Levi, un aventurier de rang S pour avoir utilisé sa compétence la plus puissante sur une personne de rang inférieur. Levi lui dit de se taire car il ne faisait que tester les limites d'Alec et il l'aurait de toute façon laissé passer. Sur ce, Rain ramasse Alec et l'emmène dans une pièce où il pourra se reposer. Tandis que Rain s'assoit sur ses jambes, pour une étrange raison, il parle du temps qu'il a fallu pour qu'ils soient à nouveau réunis ainsi. Quand la réceptionniste fait irruption dans la pièce, affirmant qu'elle a un besoin urgent du maître de guilde, Levi lui attrape le visage et la traîne hors de la pièce avec lui, tandis que Rain s'empare d'une bonne quantité d'alcool et demande à Yora de lui raconter tout ce qui s'est passé avec Alec. Quand elle eut fini, Rain tremblait de colère, réalisant que les membres de son groupe lui faisaient reporter toutes leurs affaires, faire leur inventaire, ne le laissaient jamais utiliser de magie autre que défensive, et ne lui permettaient même pas de porter un poignard. Il se tourne soudain vers Yora et lui demande comment Alec a pu utiliser la magie défensive, puisque c'était son rôle à l'académie, et Alec n'y était jamais doué. Yora répond qu'il l'a apprise de zéro et a travaillé jusqu'à devenir suffisamment bon. Et maintenant, sa magie défensive est presque aussi bonne que la sienne. Il réalise que même après avoir couvé le prince héritier pendant tout ce temps, ils l'ont quand même banni en le traitant d'incapable. Il finit par briser la bouteille qu'il tient dans ses mains de colère, ce qui réveille Alec. Il est un peu surpris de voir Rain ici, tandis que Yora s'exclame joyeusement que le maître de guilde lui a donné le laissez-passer. Cela rend Alec vraiment heureux, car maintenant, ils peuvent tous se diriger vers les donjons de niveau supérieur en tant que groupe. Mais Rain leur dit que ça peut attendre, car avant cela, ils doivent de faire autre chose. Alec n'a aucune idée de ce dont il parle, mais Rain explique qu'ils doivent d'abord se venger. Pour cela, ils entreront dans la cité royale, s'infiltreront dans le palais, puis tabasseront le prince et son groupe.
Alec lui dit qu'ils ne feront rien de tel, et même Yora affirme que combattre d'autres groupes est strictement interdit. Alec pose une main sur l'épaule de Rain, lui disant que s'amuser énormément pendant leur aventure lui suffirait, car il ne se soucie plus vraiment de ce qui lui est arrivé à la cour. Rain déclare soudain qu'il a trouvé la solution. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est devenir le groupe le plus puissant du monde. Cela énerverait à coup sûr le prince. Et si leur pays a un jour des problèmes, ils seront obligés de demander de l'aide au groupe le plus fort du monde, et ce serait vraiment génial de leur dire non en face. Alec réalise que c'est le meilleur compromis qu'il puisse obtenir, alors il accepte de devenir le groupe le plus puissant du monde. Pendant ce temps, dans une autre pièce, une aventurière de rang S, nommée Krista, est gravement blessée. Alors qu'elle respire difficilement pendant que la réceptionniste lui applique des bandages, le maître de guilde n'a pas l'air amusé car si le groupe de rang S est en difficulté, Krista dit à Levi que son groupe est toujours bloqué et qu'ils ont besoin de toute l'aide possible. Le maître de guilde convoque immédiatement une réunion d'urgence où il appelle tous les aventuriers de rang A et explique qu'ils partent en mission de sauvetage au 64e étage. De retour dans la chambre d'Alec, il retrouve Kraja après une longue période dont les deux personnalités semblent s'être très bien développées. Elle lui demande pourquoi il n'est pas à la réunion, mais Alec répond qu'il n'est pas un aventurier de rang A, alors il est resté en arrière. Elle lance immédiatement son sort de guérison qui soigne complètement Alec en un instant, ce qui me fait me demander pourquoi diable ils utilisaient tous des bandages sur Krista s'ils peuvent simplement lancer de la magie de guérison. Quoi qu'il en soit, Yora et Rain entrent dans la pièce, Rain se mettant à crier d'excitation qu'ils partent en mission de sauvetage. Ils mettent Alec au courant des événements, expliquant que le donjon est un peu différent car à cet étage, on ne peut pas utiliser de magie, on est donc entièrement dépendant des potions et comme le groupe de rang S a été complètement anéanti, ils ont fini par envoyer Krista seule chercher de l'aide. Alec demande à Kraja si elle était d'accord pour travailler dans ce donjon puisque sa spécialité est la magie de guérison et il répond vivement qu'elle s'y est opposée, mais l'idiot Rain l'a ignoré et a utilisé son veto pour entrer dans le donjon. Ils commencent à se chamailler quand Yora se tourne vers Alec, affirmant que c'est à lui de décider s'ils entrent ou non dans le donjon puisqu'il aura la tâche principale et la plus difficile de s'occuper du boss de l'étage. Alec accepte la mission et il se dirige de bientôt vers le donjon. Et debout devant l'entrée, Rain affirme que ce sera le début de la légende de leur groupe. Ils atteignent rapidement l'entrée du donjon qui possède une affinité empêchant quiconque d'utiliser la magie de guérison, les forçant à compter sur les potions et à esquiver les attaques autant que possible. Le niveau cible, où les membres de la guilde de Krista sont bloqués, est près du boss du niveau 64, mais avant d'y arriver, ils devraient franchir tous les autres niveaux, y compris vaincre leur boss. Rain réalise que s'ils avancent niveau par niveau, ils arriveraient trop tard. Mais Yora sort un cristal magique, affirmant que Krista le leur a donné. Et avec cela, ils pourraient sauter tous les autres niveaux et se téléporter directement au niveau 64. Alec réalise que ce doit être un objet magique super important et rare, mais Krista est plus concentrée sur le sauvetage de ses coéquipiers avant tout. Elle a donc même donné ses cristaux à l'autre groupe pour atteindre directement le niveau cible. Yora leur dit que le boss du niveau 64 est apparemment un mort-vivant, ce qui signifie que Kraja sera pratiquement inutile. Et comme elle est elle-même une mage de soutien, cela signifie que la majorité de la bataille dépendra d'Alec seul. Rain lui dit d'économiser son mana autant que possible et de le laisser s'occuper des petites frappes, car il ne veut pas qu'Alec manque de mana devant le boss mort-vivant. Kraja acquiesce, les avertissant qu'à partir de maintenant, il se battrait littéralement contre la mort elle-même et devrait ne prendre cela au sérieux, car même un groupe de rang S a été anéanti ici. Loin d'être découragé, Rain se sent plus vivant que jamais et les motive, affirmant que l'histoire de leur groupe légendaire commence maintenant. Sur ce, Yora lance le cristal magique en l'air et il se téléporte immédiatement à l'intérieur du donjon, au niveau 64. Il se retrouve dans une grotte sombre et aussitôt, un groupe de squelettes morts-vivants se lève, portant bouclier et épée. Rain n'est pas le moins du monde effrayé et sort sa lance avant de se lancer à l'attaque. Il commence à attaquer les squelettes devant lui, les battant facilement plusieurs à la fois, tout en affirmant que jusqu'à présent, le niveau 64 semble très facile. Les autres observent toujours en silence, tandis qu'un groupe de squelettes surgit de nulle part et commence à marcher vers eux. Rain saute sans crainte vers eux, taille à dents et découpant quiconque s'approche, mais Yora commence à s'inquiéter car Rain est sorti de la portée de sa magie de soutien. Elle court derrière lui, le rappelant, tandis qu'Alec et Kraja suivent. Kraja affirme que Rain devrait aller bien, car il possède un très puissant artefact ancien, la lance noire perçante, très difficile à endommager et toujours affûtée comme un rasoir, une arme parfaite pour un idiot sans cervelle. Alec interpelle Rain, lui demandant s'il a besoin d'aide, mais celui-ci leur dit que c'est un jeu d'enfant pour lui et continue de détruire tous les ennemis qui s'approchent. Alec sourit et commence à marcher à ses côtés quand soudain, il sent une étrange présence derrière lui et lance instinctivement un éclair vers elle. Quand la poussière se dissipe, il ne voit personne et Kraja est confuse quant à ce qu'il fait. Il lui dit qu'il pensait que quelqu'un était derrière elle, mais que c'était peut-être une fausse alerte.
quand soudain, il décide de vérifier quelque chose et tire son épée avant de charger aveuglément en avant et de fendre l'air. Immédiatement, son coup est bloqué par une entité invisible qui se révèle alors être la faucheuse. Rain lui sourit, affirmant qu'Alec ne semble pas aussi dépassé qu'il le pensait, disant à Alec qu'il savait déjà qu'un ennemi invisible était proche, mais qu'il n'était pas doué pour les gérer. La faucheuse repousse Alec et tente d'attaquer, mais il dévie le coup avant de sauter en arrière vers Rain. Alec réalisa que Rain avait confiance en ses capacités et lui faisait confiance en tant qu'ami et camarade pour le défendre dans son dos. Il réalise qu'il n'a pas ressenti ce genre de connexion depuis des années, ce qui le remplit d'énergie alors qu'il saute en l'air avec son épée magique et transperce la faucheuse, la tuant immédiatement. Il se tourne vers Yora, lui demandant si elle était aussi au courant, et elle s'excuse immédiatement de ne pas le lui avoir dit, tandis que Kraja lui dit de s'en prendre à Rain puisque c'est lui qui l'a suggéré en premier lieu. Alec sourit à Rain et promet de lui rendre la pareille un jour, tandis que Rain répond qu'ils devront d'abord sortir vivants de ce donjon. Les 4 amis se regroupent maintenant, prêts à abattre tous les ennemis, et bientôt, Alec et Rain sautent vers les squelettes morts-vivants, les tailladant et les découpant à droite et à gauche, tandis que Yora les renforce avec sa magie. Rain se sent en pleine forme alors qu'il utilise des mouvements fantaisistes et tue tous les squelettes qui se présentent devant lui, tandis que Kraja utilise sa précision chirurgicale avec l'arc pour s'occuper des squelettes qui tentaient de surprendre Rain. Kraja elle-même est forcée de se défendre avec son bâton magique car il décide que les vagues de squelettes sont pratiquement infinies, alors Alec les rappelle vers lui, affirmant qu'il les anéantira tous en une seule fois. Ses coéquipiers se regroupent immédiatement derrière lui, tandis qu'il lance une puissante compétence d'éclair qui balaye toute la zone de foudre, transformant tous les squelettes en croustillants carbonisés. Une fois en sécurité, Rain se retourne et demande à Alec pourquoi il n'utilise que sa compétence d'éclair alors qu'il utilisait plusieurs autres types de magie offensive à l'académie. Alec trouve rapidement une excuse et lui dit que l'éclair est le sort le plus rapide à lancer, c'est pourquoi il fait cela. Mais Rain sait qu'il cache quelque chose mais décide de ne pas insister davantage car ils sont pressés par le temps. Ils entendent soudain un rugissement monstrueux venant de l'avant et supposent que ce doit être la salle du boss. Rain se prépare immédiatement et après la magie de renforcement de Yora, il court plus vite que l'éclair vers le son. Alec est impressionné à la fois par Rain et par la magie de Yora, tandis que lui et les 2 autres filles suivent Rain vers la fin du tunnel. Une fois dehors, dans l'ouverture, il trouve Rain assis sur une corniche, observant un monstre géant pourchassant un aventurier à la coupe, au bol partout dans l'endroit. Alec veut immédiatement sauver le gars, mais Rain ne semble pas trop intéressé, affirmant que le mage qui court partout s'appelle Loki, qui est le plus grand crétin d'un groupe nommé Rakroma. Kraja hoche la tête, affirmant que Loki est un magicien de soutien vraiment astucieux. Alec cependant n'en croit pas ses yeux, tandis que Loki court pathétiquement, criant à Rain de l'aider, promettant de le hanter chaque jour s'il meurt ici. Rain cependant ne semble pas se soucier de ses malédictions et observe avec désintérêt. Mais quand Loki trébuche et tombe au sol et qu'il semble que le monstre va l'attraper, Alec se prépare immédiatement à passer à l'action. Kraja cependant lui dit d'attendre et de regarder. Puisque c'est le style signature de Loki, Alec observe le monstre marcher vers Loki quand soudain un sort de piège s'active sous lui, le projetant avec de la lave. Alec est choqué de voir ça, tandis que Kraja lui dit que Loki est un magicien vraiment astucieux. Le monstre trébuche et finit par activer un autre sort de piège. Frappé par plusieurs autres explosions de feu, Loki se retourne et commence à rire du monstre, affirmant que seul un idiot trébucherait dans une situation pareille. Mais son sourire se fiche vite quand le monstre enragé décide d'en finir avec une puissante explosion magique. Loki réalise qu'il va mourir ici et aurait été tué, mais Rain finit par le sauver à la toute dernière seconde. Loki n'arrive pas à croire qu'il est encore en vie, tandis qu'Alec et les filles descendent pour affronter l'ennemi. Le monstre tente d'attaquer Alec, mais Yora le sauve avec son bouclier magique. Alec essaie d'utiliser son sort de foudre, mais à sa surprise, le monstre se retourne immédiatement et commence à charger vers Rain et Loki. Alec crie et les avertit du danger imminent et utilise un autre sort d'éclair qui frappe directement le monstre, mais quand la poussière se dissipe, il réalise que son sort n'était pas assez puissant pour l'arrêter. Rain réalise que le monstre va le rattraper, alors il utilise une tactique de dernier recours et se tourne vers le monstre, courant entre ses jambes pour le déjouer. Il lance ensuite Loki vers Kraja qui tombe au sol avec le magicien de soutien astucieux, tandis que Yora dit à Kraja d'emmener Loki sur la corniche pendant qu'il s'occupe donc du monstre. Rain se met immédiatement en position et sort sa lance prêt pour l'attaque. Ils attendent que Kraja mette Loki en sécurité, puis se préparent pour l'affrontement final. Yora utilise sa magie pour augmenter toutes les statistiques de Rain qui se précipite vers le monstre, esquivant son attaque et sautant en l'air avant de lui porter un coup de lance au visage. Le monstre se révèle cependant bien plus coriace qu'il ne l'imaginait, car il secoue Rain violemment et parvient à le projeter au sol.
Yora se précipite vers un Rain blessé, mais le monstre tente immédiatement de l'écraser. Heureusement, Yora parvient à lancer sa magie de bouclier, bloquant l'attaque, donnant à Rain le temps de récupérer. Alec, de son côté, semble faire comme s'il était dans un orchestre et crée 5 cercles magiques autour du monstre. Loki commente que créer 3 cercles magiques est déjà assez difficile, et pour qu'il puisse en créer 5 à la fois, il doit être un génie. Kraja répond qu'il peut faire bien plus que cela. Et à la surprise générale, Alec parvient à créer 20 cercles magiques d'un seul coup. Le monstre tente de se précipiter sur eux, mais Rain saute sur son corps et le poignarde dans la queue, donnant à Alec le temps dont il avait besoin pour finir son sort. Il saute du monstre alors qu'Alec termine enfin ses préparatifs et foudroie la bête avec une combinaison de magie d'éclair, ce qui la paralyse sur place. Mais quand Alec essaie de l'achever, étonnamment, le monstre parvient à esquiver et à éviter la prochaine attaque. Le monstre commence immédiatement à charger sa propre explosion magique, mais Kraja utilise un sort pour l'aveugler momentanément. Tandis que Yora lance un sort magique qui crée d'énormes liens, piégeant le monstre sur place. Rain en profite, utilisant sa lance comme un javelot, parvenant à transpercer la tête du monstre, tandis qu'Alec se prépare à l'achever. À leur surprise, le monstre est toujours capable de bouger et décide de lancer à nouveau sa puissante explosion magique. Mais Alec se tient là, sans peur, alors qu'il prépare le sort magique que seules 2 personnes au monde connaissent. L'un est son professeur Eldas qui l'a créé, et l'autre est lui-même qui l'a appris d'Eldas. Au moment où le monstre tire son explosion magique vers Alec, il utilise la magie de réflexion, lui rendant la pareille avec une intensité doublée. Le monstre est vraiment coriace car il parvient à survivre à cela aussi. S'accrochant à peine à la vie, le monstre décide d'utiliser le sort une fois de plus, mais cette fois, Alec utilise sa magie de réflexion tout en créant de multiples cercles magiques, enveloppant la bête dans un inferno monstrueux, la transformant en cendres, tandis que Rain achève le travail en coupant la tête du monstre en 2. Ils célèbrent leur victoire, mais Loki interrompt leur célébration, remerciant Alec pour son aide, lui disant qu'il le connaît car il est le magicien de la cour. Alec répond qu'il a quitté ce poste et Loki réplique que c'est une perte pour le prince et son groupe. Il leur lâche ensuite la bombe en affirmant que le monstre qu'ils ont combattu n'était pas le véritable boss de l'étage, mais l'un des sous-boss qui a été assez stupide pour le poursuivre et s'est retrouvé isolé. Cela choque vraiment Alec et le groupe qui se demandent à quel point le véritable boss sera fort si le sous-boss leur a donné tant de mal. Loki révèle que le sous-boss est en fait un nécromancien déguisé en chevalier en armure noire. Il affirme que les attaques physiques ne semblent pas très efficaces et ne servent qu'à gagner du temps. Il se tourne ensuite vers Alec et lui présente une baguette magique avec une croix à son extrémité. Alec semble la reconnaître tandis que Loki révèle que c'est un artefact d'art ancien et la baguette se transforme immédiatement en épée dans les mains d'Alec. Rain n'est cependant pas convaincu, demandant pourquoi Loki donnerait un objet aussi précieux, mais Loki se contente de rire, affirmant qu'il a l'intention d'utiliser Alec comme appât à l'avant-garde. Ils sont tous choqués et confus, mais Loki explique qu'Alec ressemble à un mage faible et s'ils le mettent à l'avant-garde, il aura l'air d'une cible facile, attirant le boss vers lui. Ils pourront alors tendre une embuscade, vaincre le boss et se baigner dans la gloire d'avoir vaincu un monstre de rang S. Pendant qu'Alec et les autres se battaient pour leur vie dans les donjons, le prince et son groupe sont également dans un donjon de l'autre côté du continent. Mais contrairement à Alec et son groupe, qui manœuvrent habilement à travers les grottes, vainquant des ennemis bien plus forts qu'eux, le prince et son groupe ressemblent à une bande de novices alors qu'ils courent partout dans les grottes essayant d'échapper à un groupe de monstres chenilles. Le prince est confus car il y a quelques mois, ces monstres chenilles de bas niveau auraient à peine été un échauffement pour lui, mais maintenant ils semblent incroyablement difficiles à combattre. Il crie à sa mage d'utiliser sa magie offensive contre les bêtes, mais la mage est trop effrayée pour faire quoi que ce soit et se met à pleurer. Le prince s'énerve, les traite de minables et se retourne pour affronter les monstres seul. Il jure de les achever d'un seul coup d'épée, mais quand il attaque le monstre, son coup rebondit sur la peau dure, secouant complètement le prince. Sans un instant de répit, le monstre gifle le prince, le projetant au sol, ce qui force son groupe à le secourir alors qu'il continue de fuir. Tandis qu'il est porté sur le dos de son coéquipier, le prince pense que quelque chose ne va pas, son corps est lourd, ses mouvements sont lents et son épée semble incroyablement lourde et difficile à manier. Il réalise que tout cela a commencé quand il a renvoyé Alec de son groupe. Alec était un excellent magicien de cour et utilisait sa magie de soutien si facilement et efficacement que le prince et son groupe ont toujours pensé qu'ils étaient juste incroyablement forts, alors qu'en vérité, toutes leurs capacités étaient décuplées par Alec. Le prince, cependant, ne croira jamais cela et en vient simplement à la conclusion qu'Alec a dû lui jeter un sort de colère pour avoir été renvoyé du groupe. Quand il retourne au palais, il est soigné par ses médecins et immédiatement après,
Il appelle son mage personnel, Vaughan, afin de vérifier la nature exacte de la malédiction qui le frappe. Vaughan examine le prince pendant un bon moment avant de lui révéler qu'il n'est absolument pas maudit. Le prince a du mal à y croire, insistant auprès de Vaughan pour qu'il revérifie, car il est impensable qu'il ait autant de difficultés face à un simple monstre de niveau 30, lui qui a déjà dépassé les étages de niveau 40. Vaughan réfléchit un instant puis répond que la raison pourrait bien être l'absence de toute magie de soutien à sa disposition. Cette remarque blesse l'ego du prince, qui réplique avec une arrogance démesurée qu'il n'a absolument aucun besoin de magie de soutien, la considérant comme totalement inutile et réservée aux aventuriers d'une faiblesse extrême. Vaughan sait pertinemment que le prince est une petite tête vide, qui ne comprend rien, mais il s'abstient de lui dire le fond de sa pensée. Il lui demande plutôt si Alec ne les avait pas avertis que le 30e étage risquait d'être un peu plus ardu, étant donné que la magie de renforcement n'y est d'aucune utilité. Le prince réplique qu'Alec n'est qu'un vulgaire paysan et qu'il ne pourrait absolument rien en savoir. Mais Vaughan, lui, n'y croit pas un seul instant. Il lui répond qu'Alec faisait partie de la légendaire équipe qui a pulvérisé tous les records établis auparavant, descendant jusqu'au 68e étage avant même leur remise de diplôme. Le prince se contente de rire bruyamment à cette idée, affirmant qu'aucun simple paysan ne pourrait même oser rêver de réaliser une telle prouesse. Il explique à Vaughan alors qu'il est absolument vain de tenter de fables inventées aussi obtus que celui par la plèbe, mais avant même qu'il ne puisse formuler une réponse, pour se donner bonne conscience et se sentir un peu mieux immédiatement à la cour, car son père, le roi en personne, souhaite s'entretenir avec lui au sujet délicat d'Alec. Le prince se lève et se dirige vers la cour, accompagné de Vaughan. Il y trouve son père, le roi, assis sur le trône, et lui demande aussitôt de quoi il souhaite s'entretenir. Le roi interroge alors le prince, lui demandant s'il se souvient du mage de la cour, Eldas. Le prince n'en a absolument aucune idée car il était encore très jeune à cette époque lointaine. Le roi lui explique alors qu'il y a de cela un bon moment, un noble du nom d'Eldas s'était présenté à lui en tant que mage de la cour. Sa famille étant très influente, il fut aisé de le recommander et de le choisir pour ce poste. Cependant, Eldas se distinguait nettement des mages qui l'avaient précédé. Il luttait sans relâche contre toute forme de discrimination et n'hésitait pas à dire au roi qu'il était impératif de réformer le fonctionnement même de ce royaume. Furieux en entendant ce récit, le prince personnel, discrètement, le roi affirmant par le bannir, le dépouillant de tous ses titres et de son nom de famille amplement, car même un noble ne saurait jamais s'adresser ainsi à l'Académie de magie en tant que simple roturier, le regard brillamment dans toutes ses classes, obtenant son diplôme en tant que meilleur élève et major de promotion. Grâce à cette performance exceptionnelle, il fut de nouveau choisi pour le poste de mage de la cour, mais cette fois-ci, ce fut uniquement en raison de ses compétences avérées et non plus de son statut familial. Le roi raconte qu'Eldas continua de le harceler pendant encore 1 ou 2 années, insistant sur la nécessité de mieux traiter les roturiers, car certains d'entre eux possédaient des compétences absolument incroyables. L'un d'eux, le prince, même est complètement déconcerté, ne comprenant absolument pas. Mais le roi n'a jamais voulu l'écouter et un beau jour, Eldas a tout simplement disparu. Le roi en vient sans laisser de son propos. Il déclare au prince qu'il est grand temps de réformer en profondeur qu'Alec n'était qu'un plébéien bon à rien, absolument inutile. Car ils ont besoin sans un crucial de roturier doté de talents exceptionnels détaillés de l'intégralité du 30e étage, avec tous les monstres qui s'y trouvent et la méthode exacte pour le nettoyer. Le roi affirme avec conviction que seule une personne ayant réussi à nettoyer le 30e étage à de multiples reprises serait en mesure de décrire toutes les différentes stratégies pour y parvenir avec une telle précision. Le prince est sous le choc et déclare à son père qu'il est impensable de solliciter l'aide d'un roturier, se sont avérés car cela contredit bien tout ce qui lui a été enseigné. Il promet de les corriger son enfance par le roi lui-même à compter de ce jour. Le prince, désormais, les individus seront jugés et valorisés avant uniquement en fonction de leurs compétences et de leur force, et non plus de leur classe sociale ou de leur statut. Dans le donjon principal, il intima à Alec de n'utiliser exclusivement que l'épée qu'il lui avec les autres, et absolument élaborant un plan pour venir à bout. Cependant ne saisit toujours pas pleinement la stratégie, arguant que le monstre est totalement immunisé contre les coups physiques. Alors quel est l'intérêt d'utiliser une épée même contre un tel monstre ? Raja réalise soudainement que Loki cherche à duper la créature, à lui faire croire qu'Alec est en réalité un épéiste et non un mage, afin qu'elle ne le perçoive pas comme une menace sérieuse. Mais elle ne comprend pas l'utilité d'une telle ruse, car le monstre ne réfléchirait pas autant et se contenterait d'attaquer tout ce qui se présente devant lui, quoi qu'il arrive. Loki cependant secoue un doigt réprobateur, affirmant qu'il sait de source sûre que ce monstre est intelligent et capable de planifier ses mouvements à l'avance. De surcroît, ce monstre est également un maître d'épée émérite. Cette révélation choque Alec, mais l'intrigue tout autant car il désire ardemment observer un tel adversaire de ses propres yeux. Ils finissent par s'accorder sur ce plan, mais la salle du boss se trouve encore à une bonne distance, ce qui leur prendra un temps considérable. Mais Loki a également une solution à ce problème, car il prétend qu'ils peuvent tout simplement se téléporter directement sur place. Yora est horrifié, s'écriant que la magie de téléportation est un secret d'état absolu,
réservé aux plus hauts dignitaires d'un pays magique. Pendant ce temps, personne d'autre avec Yora, cependant, élaborant un plan pour rejeter l'intégralité de la faute sur Loki si jamais les choses tournent mal ou s'ils sont pris en flagrant délit d'utilisation de la magie probablement dérobé. Alex cependant ne sait toujours pas s'il doit accorder sa confiance à Loki. Yora lui répond qu'il n'est certes pas digne de confiance, mais qu'il est indéniablement fiable. En effet, il y a 2 ans, Loki a dirigé un raid dans un donjon de haut rang qu'il a réussi à nettoyer sans déplorer la moindre victime. Alec est visiblement surpris par cette révélation, et Yora ajoute, pour le rassurer, que le chef du groupe de Loki est également très réputé pour être une personne intègre, donc tout devrait bien se passer. Cela semble apaiser Alec qui se lève alors, un sourire aux lèvres, fin prêt pour l'ultime confrontation. Une fois le cercle magique achevé, ils se positionnent tous dessus, et instantanément, toute la zone se met à luire d'une intense lumière violette. Yora est stupéfaite de constater que Loki est bel et bien capable d'utiliser le sort de téléportation. Sur ce, il les avertit de se tenir prêts et sur leur garde, car ils seront téléportés directement dans la salle du boss. Ils atterrissent juste au-dessus de Reign et aperçoivent aussitôt un gigantesque chevalier noir se dressant devant eux, en plein combat contre une équipe de 3 aventuriers. Le mage de cette équipe intime a l'un des siens de retourner chercher du renfort, car ils auront besoin d'un mage de rang A, voire d'un rang supérieur, s'ils espèrent un jour quitter cet endroit en vie. La jeune fille s'enfuit aussitôt en arrière, tandis que l'autre petit combattant se jette sur le chevalier avec une attaque qui est immédiatement bloquée. Le mage, quant à lui, commence à déchaîner sa magie de feu sur la créature. Cependant, cela ne semble même pas laisser la moindre égratignure sur l'armure du chevalier, faisant réaliser à l'elfe qu'il est totalement et irrémédiablement dépassé dans cette situation. Avant même qu'il n'ait pu élaborer le moindre plan, Reign les dépasse en sprintant à une vitesse fulgurante, brandissant sa lance. Le chevalier la bloque cependant avec aisance avant de la repousser violemment. Reign s'exalte, réalisant que ce monstre est d'une force incroyable, tandis qu'Alec tente une attaque furtive par derrière, mais le chevalier bondit et esquive habilement le coup. Le boss se précipite aussitôt vers ses nouveaux adversaires, les entraînant dans un long et intense échange de coups d'épée et de coups de lance. Pendant ce temps, Kraja et Loki mettent les 2 autres aventuriers à l'abri, et ce, même après avoir été pris par surprise par 2 nouveaux aventuriers. Le boss de l'étage ne montre absolument aucun signe de faiblesse et maintient une pression constante, les forçant inlassablement à reculer. Son barrage incessant de coups d'épée continue d'épuiser considérablement Alec et Reign. Reign décide de tenter une nouvelle astuce et se jette sur le monstre, son épée déjà dégainée. Comme il l'avait anticipé, le chevalier bondit dans les airs pour esquiver la poussée. Mais Reign, sans perdre un instant, immobilise sa cape au sol avec la pointe de sa lance, le clouant sur place et offrant ainsi une ouverture cruciale à Alec. Alec attaque immédiatement le monstre et, d'un unique coup parfaitement placé, décapite le chevalier dont le corps s'affaisse mollement et s'écroule au sol. Mais alors qu'il pensait le combat achevé, le chevalier se régénère, se relève, s'entête et commence à avancer inexorablement vers Alec et son groupe. Alec comprend alors qu'il s'agit forcément d'un cavalier sans tête et que l'énorme créature qu'ils ont abattue précédemment devait être sa monture. Le chevalier sans tête se lance à l'assaut à une vitesse fulgurante, les attaquant avec une fureur démente. Alec parvient de justesse à bloquer le coup qui sans cela les aurait tous anéantis. Reign se précipite aussitôt pour attaquer et, épaulé par Alec, ils réussissent à repousser le chevalier. Cependant, la bataille est loin d'être achevée car le chevalier saisit sa tête et la réattache sur son corps. Avec une décharge d'énergie brute et inexploitée, le chevalier frappe de nouveau Alec, qui parvient à peine à bloquer le coup mais est tout de même violemment projeté contre le mur. Heureusement, Yora parvient à déployer son bouclier, sauvant ainsi la vie d'Alec. Celui-ci avale rapidement une potion de guérison et prend le relais de Reign, lui offrant ainsi un précieux répit pour se régénérer. Ils poursuivent déjà leur combat acharné contre le monstre mort-vivant, tandis que Loki, de son côté, se concentre sur l'exécution de son plan magistral. Finalement, le moment tant attendu arrive, Loki se révèle sur le champ de bataille, l'arène entière s'illuminant d'une aura magique d'un violet éclatant. Cette apparition panique immédiatement le chevalier qui comprend que Loki est un mage et que c'est là la seule et unique manière de le vaincre définitivement. Le boss de l'étage se jette sur Loki avec une vitesse fulgurante et le transperce à travers la poitrine, avant même qu'Alec n'ait eu le temps de réagir. Le corps inanimé de Loki s'effondre au sol, ensanglanté, mais tout cela n'était en réalité qu'une partie de son plan, car il ne s'agissait que d'une simple illusion. Cette manœuvre a positionné le monstre précisément là où Loki le souhaitait, le piégeant dans un amas de stalactites de glace, ce qui le ralentit considérablement. Reign entre immédiatement en action, et grâce à un piège magique de téléportation, il surgit juste derrière le monstre, le poignardant avant de se retirer aussitôt. L'autre jeune combattante intervient également pour prêter main forte aux autres, mais le chevalier réussit à s'échapper pour se retrouver aussitôt piégé une fois de plus. Cela met le monstre dans une rage folle qui, tel un Spider-Man, escalade le mur à toute vitesse pour s'en prendre directement au mage. Sachant que Loki est un adversaire insaisissable, le chevalier décide de foncer directement sur Kraja. Loki cependant ne peut laisser faire cela et bondit immédiatement entre eux, bloquant l'attaque avec sa lame magique. Yora, sans attendre, utilise sa magie de renforcement et crée une multitude de chaînes pour immobiliser le chevalier sur place. Bien que Loki ne soit pas un combattant, il réussit à retenir le chevalier suffisamment longtemps pour que le sort puisse l'emprisonner. Après cela, Loki s'effondre d'en haut dans un état second, complètement exténué. Il regarde Alec et lui intime d'achever la créature avec sa magie démesurée. Alec se prépare aussitôt et fait apparaître un nombre impressionnant de cercles magiques encerclant entièrement le chevalier capturé. La jeune combattante est stupéfaite par ce spectacle car elle n'a jamais, de sa vie, vu quiconque produire ne serait-ce que 5 cercles magiques simultanément. Loki cependant perçoit que quelque chose cloche.
Alec semble dangereusement à court de mana. Il lutte pour se maintenir debout tout en générant encore plus de cercles magiques. Il s'effondre sur les genoux, alarmant Rain, mais se force à se relever, puisant encore plus de mana pour s'assurer d'anéantir le monstre en un seul et unique coup. Une fois qu'il est pleinement satisfait du nombre impressionnant de cercles magiques qui encerclent le boss de l'étage, Alec décide de lancer sa magie de foudre amplifiée par un sort d'accélération. Toute la zone est alors secouée par une déferlante d'éclairs et le boss de l'étage hurle de douleur face à cette gigantesque décharge magique. Pourtant, même cette attaque ne semble pas suffisante. Le chevalier commence à se débattre violemment à travers les chaînes qui l'entravaient, ce qui stupéfie Rain qui ne comprend absolument pas comment le chevalier peut encore bouger en subissant un sort d'une telle puissance. Yora réalise qu'ils doivent de l'achever au plus vite, car elle ne pourra plus maintenir sa magie de scellement très longtemps. Alex sait pertinemment que même Yora a atteint ses limites et qu'elle s'effondrera inévitablement tôt ou tard. Il se force donc à tenter d'accroître la puissance magique qu'il déploie, mais malheureusement, il n'y parvient pas. Loki observe attentivement la scène de loin, réalisant qu'il s'agit là de la deuxième décharge magique colossale d'Alec de la journée. N'importe quelle personne ordinaire serait tombée dans un coma profond si elle avait dépensé ne serait-ce que la moitié du mana qu'Alec a utilisé lors de son tout premier affrontement, mais après tout, Alec est lui aussi un être humain et il semble avoir atteint son point de rupture. Alec ne peut se résoudre à croire qu'il est sur le point de laisser son équipe échouer dans cette mission cruciale, se remémorant la brutalité avec laquelle il fut banni de son poste de magicien de la cour. Et même s'il avait abandonné ses amis d'école lorsque ceux-ci souhaitaient qu'ils rejoignent leur équipe, Yora l'avait néanmoins accueilli avec joie au sein de leur groupe. Rain et Kraja, tous deux, s'étaient montrés tout aussi bienveillants envers lui, plaçant en lui une confiance absolue, même face aux situations les plus périlleuses. Cela insuffle à Alec une soudaine et puissante décharge d'énergie. Il commence à avancer, agitant sa baguette comme un chef d'orchestre, fusionnant tous ses cercles magiques en un seul pour produire un dragon de foudre d'une puissance inouïe, son ultime tentative désespérée pour terrasser le monstre. Loki et les autres sont stupéfaits par cette incroyable démonstration de puissance. Le chevalier comprend qu'il est en très grande difficulté, il rassemble alors toutes ses forces et parvient à briser les chaînes magiques de Yora, tentant de se jeter sur elle pour l'achever. Heureusement, Alec était préparé à cette éventualité et lance son dragon de foudre directement sur le monstre, qui tente de parer l'attaque avec sa gigantesque épée, mais la magie d'Alec se révèle bien trop puissante pour le chevalier noir, qui est littéralement pulvérisé en une seule déflagration, ne laissant derrière lui qu'un tas de cendres. Alec s'effondre aussitôt au sol, plongé dans un brouillard de fatigue, son corps refusant obstinément de bouger. Cependant, il est soulagé de savoir que son groupe est désormais à l'abri de tout danger et qu'aucun d'entre eux n'a subi de blessures graves. Rain apparaît au-dessus de lui et le remercie chaleureusement d'avoir sauvé leur vie, ce qui lui insuffle un regain d'énergie. Il se redresse alors et demande à Yora si elle a été blessée. Rain et Kraja arrivent à leur tour, remerciant Alec d'avoir anéanti le monstre, car c'est grâce à lui qu'ils sont tous sains et saufs. Rain, cependant, remarque qu'Alec a dissimulé une partie de ses sentiments et ce qui lui est réellement arrivé lorsqu'il était magicien de la cour. Il assure à Alec qu'ils sont tous ses compagnons d'équipe et ses amis. Il lui fait promettre de révéler tout ce qui le tourmente car c'est manifestement la cause de son agitation et de son changement de comportement. Car il était autrefois un jeune homme insouciant et plein de joie de vivre, mais depuis son bannissement, il s'est transformé en un garçon sombre, maussade et renfermé. Les paroles de Rain touchent profondément le cœur d'Alec, qui réalise qu'il a enfin trouvé de véritables amis dans ce monde et promet de ne plus jamais rien leur cacher. Loki arrive également à la fin clamant qu'il était le véritable héros de cette bataille et qu'il méritait bien un petit coin 3000 de la part des filles, ce qui a pour conséquence immédiate que Kraja et Yu le rouent de coups. Pendant ce temps, l'elfe aux longs cheveux s'approche d'Alec et s'incline profondément devant lui, le remerciant chaleureusement pour son aide précieuse et pour les avoir tous sauvés. Il se présente ensuite comme Rakroma, le chef de l'équipe de Ranges la plus prestigieuse de toute la guilde. Avant même qu'Alec n'ait eu le temps de répondre, la jeune combattante se précipite vers lui et l'embrasse tendrement sur la joue, se présentant comme belle. Elle lui demande aussitôt, avec une certaine audace, s'il aimerait partir seul avec elle pour quelques quêtes de donjon. Mais Yora ne veut absolument rien entendre et lui rétorque qu'Alec fait partie intégrante de leur équipe et qu'il n'ira dans les donjons qu'en leur compagnie. Loki s'approche également d'Alec, affirmant avoir rencontré de nombreux mages durant ses aventures, mais n'avoir jamais vu autant de sorts déployés simultanément. Il ajoute à Alec que sans son intervention, ils seraient probablement tous morts à l'heure qu'il est. Rain, qui a tout entendu, déclare que Loki doit désormais une immense faveur à Alec, ce à quoi Loki acquiesce. Il s'entretient ensuite avec Well, affirmant qu'ils sont prêts à lui fournir une recommandation. Alec est un peu perplexe, mais Well lui explique que s'il aspire à devenir un aventurier de rang S, il lui faut impérativement une recommandation d'une équipe de rang S, ainsi que celle d'un maître de guilde de rang S. Il promet solennellement à Alec qu'en sa qualité de chef d'une équipe de rang S, il lui accorderait avec grand plaisir une recommandation. Ils se serrent la main peu après et se séparent, chacun de leur côté, emplis de joie d'être en vie et d'avoir réussi à vaincre le boss de l'étage qui avait même posé tant de problèmes à l'équipe de rang S. De retour à la guilde, Alec reçoit une récompense colossale pour tous ses efforts. L'ensemble des guildes semble ne parler que d'Alec et de son équipe qui ont réussi à vaincre le boss de l'étage 64. Mais Alec est bien trop épuisé à ce moment-là et ne
désire qu'une chose, prendre un bon vieux repos de quelques jours pour profiter pleinement de la vie avec ses amis. Cependant, avant qu'il ne puisse s'y adonner, le maître de guilde l'interrompt, lui annonçant qu'il a un visiteur en provenance de son ancien poste. Cela provoque aussitôt un nœud angoissant dans l'estomac d'Alec, qui se demande avec appréhension si le prince est venu pour se moquer de lui et menacer son équipe. Mais le visiteur se révèle être Vaughan, le tout nouveau magicien de la cour. Alec salue Vaughan qui, sans détour, va droit au but et demande à Alec s'il avait réellement l'intention d'assassiner le jeune prince dans les donjons. Cette remarque prend Alec complètement au dépourvu et il fixe Vaughan les yeux emplis de confusion. Mais Vaughan poursuit, interrogeant Alec sur la raison pour laquelle il n'a pas informé le prince de l'incroyable faiblesse de son équipe et de lui-même. Alec répond humblement que même s'il avait tenté, le prince n'aurait jamais écouté ni apprécié de tels propos. Vaughan ne peut que s'incliner devant cette évidence, réalisant l'ingrat et misérable travail dans lequel il a été contraint. Alec comprend que Vaughan est le nouveau magicien de la cour et tente de le féliciter. Mais Vaughan, d'un air las, lui rétorque qu'il n'est pas un magicien de la cour, mais plutôt une babysitter glorifiée assignée à un petit morveux pourri gâté. Vaughan déclare que cette tâche est une perte de temps considérable pour lui. Il révèle à Alec qu'après son départ, le prince a tenté de nettoyer le 30e étage avec son équipe, mais qu'il a été gravement blessé au cours de cette tentative. Alec semble effrayé, mais Vaughan le rassure, lui disant de ne pas s'inquiéter, car le prince a survécu et s'est complètement remis de ses blessures. Malheureusement, depuis cet incident, Vaughan a reçu l'ordre formel d'escorter le prince partout où il va, et il a même été contraint de l'accompagner jusqu'à cette ville. Cette fois, Alec est complètement désemparé, incapable de prononcer un mot, et demande si le prince se trouve également ici. Vaughan hoche la tête en signe d'acquiescement, Alec demande révélant où se à trouve le Alec prince et que le décide prince qu'il va nourrit s'entretenir avec toujours lui une afin profonde de haine régler à cette son affaire égard bonne et fois pour désire toutes. ardemment Vaughan escorte le Alec voir jusqu'au souffrir terrain d'entraînement où il découvre le prince debout au centre de l'arène, l'attendant de pied ferme. Il se tourne vers Alec et lui annonce que son père, le roi, souhaite modifier la manière dont les affaires sont gérées dans le royaume et qu'il n'a eu d'autre choix que d'acquiescer. Alec est stupéfait par cette déclaration, mais le prince poursuit sa tirade, affirmant que ce n'est pas parce qu'il s'y conforme qu'il y croit réellement. Pour lui, que des nobles travaillent avec des paysans et des roturiers est un destin pire que la mort. Les paysans comme Alec devraient obéir à chaque ordre des nobles d'élite, dont le sang est pur et sacré. Le prince saisit la chemise d'Alec et se met à pleurer, clamant qu'un simple paysan comme lui ne pourrait jamais comprendre la pression d'être suffisamment bon pour devenir le prochain roi, et Alec acquiesce, rétorquant aussitôt que la mentalité du prince est absolument erronée. Il déclare au prince que s'il avait ne serait-ce qu'une seule fois écouté ses conseils, il se trouverait aujourd'hui dans une bien meilleure position et serait également un aventurier bien plus puissant. Cela pique vraiment là où ça fait le plus mal, et le prince dit à Alec de fermer sa gueule de paysan en tirant son épée, défiant l'ancien magicien de la cour en duel. Il crie à Vaughan de tenir sa promesse et de persuader le roi de revenir sur ses décisions et de cesser de les traiter comme de simples paysans. S'il bat Alec dans un duel loyal, Vaughan hésite un instant puis accepte ses conditions. Immédiatement, le prince se précipite sur Alec et tente de frapper avec son épée. Alec part l'attaque sans effort, mais il remarque que le prince utilise d'anciens artefacts, 2 petites dagues. Le prince lui dit de l'affronter comme un homme, poursuivant sa rafale d'attaque qu'Alec continue de bloquer, même sans y réfléchir. Ses pensées reviennent au moment dans l'armurerie où il avait suggéré au prince d'utiliser 2 petites dagues au lieu d'une épée, car elle était trop lourde pour lui à ce stade. Le prince est nettement plus rapide qu'avant avec ses dagues, mais toujours pas de taille face à Alec qui se contente d'esquiver, forçant le prince à s'agenouiller dans la poussière. Le prince, furieux, se relève et se met à attaquer Alec avec chaque once de force qu'il possédait. Vaughan révèle enfin que c'est lui qui a forcé le prince à utiliser les dagues, car il ne supporte pas les idiots qui ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Alec continue de dévier toutes les attaques avant de repousser le prince, puis il sort ses baguettes, commençant à devenir un peu plus sérieux. Le prince regarde la baguette avec un profond dégoût, se souvenant à quel point il était confus quand il n'arrivait même pas à passer un seul niveau par lui-même. C'est alors qu'il a réalisé que la seule raison pour laquelle il se sentait si fort était due à la magie de soutien d'Alec. Il refusait catégoriquement de croire cela et continuait de réfléchir aux raisons possibles, aux malédictions qui auraient pu lui faire perdre toute sa force. Quand enfin Vaughan a révélé les morceaux déchirés d'un plan qu'Alec avait élaboré pour lui, avant de quitter la capitale, non seulement Alec avait parfaitement illustré chaque passage, décrit chaque monstre et les façons de le vaincre, mais il avait même pris en considération les faiblesses et les forces du prince, suggérant ainsi les meilleures façons d'avancer. C'est alors que le prince réalisa qu'Alec était un véritable génie, mais il ne pouvait absolument pas vivre avec cette idée. Il crie à Alec de révéler son propre artefact et de montrer sa véritable force. En entendant cela, Alec décide de mettre fin à cette farce et sort son ancienne épée, prêt à frapper. La seule aura suffisait à faire pisser le prince dans son pantalon, le faisant trembler, incapable de bouger. En une fraction de seconde, Alec se précipite vers le prince et balance son épée de toute sa force, créant un immense nuage de poussière.
Et quand la poussière se dissipe, le prince le trouve au sol, tremblant, mais complètement indemne, car Alec avait frappé le sol juste à côté de lui. Le prince s'effondre finalement, suppliant Alec de simplement mettre fin à sa vie, car il n'a finalement abouti à rien. Il essaie de provoquer Alec en lui rappelant comment il avait été traité au sein de leur groupe, mais Alec se contente de rire et lui tend la main pour l'aider à se relever. Le prince semble s'être calmé à présent et se lève seul, s'excusant auprès d'Alec pour la façon dont il avait été traité, puis il sort la tenue de magicien de la cour et la lui tend. Alec reste là, confus, mais Vogun affirme que le roi le veut de retour comme magicien de la cour et sort un parchemin portant le sceau royal. Alec le regarde un instant avant de demander si c'est un ordre, mais Vogun répond que le roi le demande, il ne l'ordonne pas. En entendant cela, Alec sourit et décline l'invitation, affirmant qu'il est désormais membre d'un groupe qu'il ne peut quitter et qu'il ne voudrait pas redevenir magicien de la cour. Sur ce, le prince jette la tenue à Alec et se retourne pour partir, disant à Vogun de le suivre car il a besoin de s'entraîner encore plus. Tandis qu'Alec regarde le prince quitter l'arène, il réalise qu'aujourd'hui, le prince a changé fondamentalement en tant que personne et que le royaume pourrait désormais être entre de meilleures mains. Le lendemain, Alec demande à ses amis s'ils sont libres, car il a une faveur à leur demander. Tout le monde lui dit qu'ils sont libres, mais dès qu'Alec mentionne qu'il veut qu'il lui fasse visiter la ville, Rain commence immédiatement à pleurer, disant qu'il a un terrible mal de ventre et qu'il va passer toute sa journée aux toilettes. Crasha dit aussi qu'elle vient de se souvenir d'une chose importante qu'elle devait faire et sort de la pièce, disant à Alec d'aller avec Georgia. Georgia rit nerveusement de la tentative exagérée de son ami de jouer les entremetteuses, puis demande à Alec s'il veut visiter la ville un autre jour. Il répond qu'il a juste besoin d'une personne pour lui faire visiter, et Yora lui dit avec enthousiasme qu'elle lui montrera absolument tous les endroits qu'elle connaît. Ils se rendent d'abord au marché où Yora explique à Alec que Fizzle est une ville d'aventuriers et qu'il peut acheter armes et potions presque partout. Cependant, s'il veut trouver de vrais trésors, il doit avoir une excellente lecture du marché. Georgia lui dit de se méfier des marchands louches qui essaient de tromper les débutants, puis elle tombe ironiquement dans le panneau d'un marchand vendant des pilules censées la faire ressembler à Sabrina Carpenter. Alec lui prend la main et l'éloigne, et le cœur de Georgia fait un bond. Quoi qu'il en soit, ils reprennent leur tour du marché et Alec dit qu'ils peuvent laisser Rain ou Krasja faire les courses. Georgia ne leur fait pas confiance car la dernière fois qu'elle a demandé à ces deux idiots de faire les courses, Rain a acheté des épées supplémentaires pour cosplayer Zoro et Krejia a acheté un ours en peluche géant. Elle dit qu'on ne peut plus leur faire confiance pour les courses du groupe et Alec pense la même chose de Yora car elle n'a acheté que des bonbons et des pilules louches. Il lui dit qu'il s'occupera des courses du groupe à partir de maintenant et Yora est ravie d'entendre cela. Peu de temps après, ils aperçoivent un café et Alec suggère de faire une petite pause. Pendant qu'ils prennent une tasse de café, Alec demande pourquoi Crasha et Ren semblent si hostiles envers Loki et Yora lui répond que c'est une longue histoire. Elle dit que ça a commencé avant que Rain n'ait obtenu son artefact et il était toujours aussi insouciant et négligent. Il avait l'habitude de lancer son arme imprudemment sur le champ de bataille, mais une fois dehors, il en prenait vraiment bien soin. Alec se souvient de cela de leur jour à l'académie car il refusait d'acheter une nouvelle arme, chérissant l'ancienne. Elle en vient ensuite à l'essentiel, disant qu'il y a 2 ans, ils ont rencontré un groupe de rangs dans le donjon qui luttait contre un monstre puissant et ont décidé de leur prêter main forte. Par pure coïncidence, Loki et Well étaient également présents au même moment, alors tous ont décidé de travailler ensemble. Pendant le combat, Rain a utilisé son corps comme bouclier pour protéger l'un des aventuriers de rang haut de l'attaque du monstre. Et même s'il a fait semblant d'aller bien, il s'est effondré à mi-chemin de la sortie. Loki et Well l'ont aidé à le porter, mais même inconscient, Rain tenait fermement sa lance, frappant la tête de Loki avec à chaque pas qu'il faisait. Furieux de cela, Loki a jeté la lance, disant qu'elle était trop abîmée et que Rain devrait juste en prendre une nouvelle. Alec comprend tout maintenant et Yora explique que Rain était vraiment en colère à l'époque et pour aggraver les choses, Loki lui a dit d'arrêter d'être un chiot pleurnichard car les armes sont faites pour être jetables. Yora dit que si Loki avait gardé sa bouche fermée, les choses se seraient résolues rapidement, mais maintenant, lui et Rain ne s'entendent plus du tout. Yora est frustré de voir comment les choses empirent entre eux, mais Alec est plus curieux de savoir pourquoi Crasha n'apprécie pas Loki. Yora répond que Crasha le trouve odieux et estime qu'il n'apporte que des ennuis partout où il va. Après cela, ils reprennent leur virée shopping, se remémorant leur jour à l'académie, où ils devaient mettre leur argent en commun pour acheter des potions. Juste à ce moment-là, Yora aperçoit un accessoire rare appelé ruban elfique qui augmente le pouvoir magique. Elle veut vraiment l'acheter mais trouve qu'il est un peu hors de son budget. Alors qu'elle s'agite sur ce qu'elle devrait faire, Alec décide de l'acheter pour elle sans même marchander, disant à Georgia qu'elle mérite cet accessoire car sa magie maintient le groupe au combat. Georgia est vraiment heureuse de recevoir le ruban et sur ce, ils continuent leur voyage à travers la ville. Ils terminent leur tour en montant au clocher pour regarder le coucher de soleil et Alec dit qu'il se sent vraiment comme un aventurier à présent. En entendant cela, Georgia est soudainement bouleversée et elle admet qu'elle a eu l'impression de profiter des circonstances d'Alec quand elle l'a rencontré dans la capitale.
Sachant qu'il venait d'être renvoyé de son poste et de son travail, elle l'a invité à rejoindre leur groupe. Mais maintenant, elle sent que ce n'est pas le bon endroit pour lui. Elle dit à Alec qu'il peut changer sa décision s'il a de grandes ambitions, mais il répond que cela n'a plus vraiment d'importance pour lui à présent. Il déclare qu'il a surmonté son passé et qu'il aime l'idée de devenir les plus forts aventuriers avec ses amis. Yora est vraiment heureuse d'entendre cela et dit à Alec qu'il doit absolument tenir sa promesse maintenant. Elle menace d'envoyer Rain le poursuivre jusqu'au bout du monde s'il s'enfuit, car elle sait qu'il a la fâcheuse habitude de garder les choses pour lui. Alec dit soudainement qu'il doit avouer quelque chose et Georgia a de grands espoirs. Elle ferme les yeux et se penche pour un baiser, mais ensuite Alec dit que puisqu'il a perdu son pari avec Rain, il n'est plus autorisé à garder les choses pour lui-même. Georgia est frustrée et embarrassée par cela et se détourne d'Alec afin qu'il ne puisse pas voir son visage rougi. Le lendemain matin, Rain tire la couverture d'Alec pour le réveiller brusquement, lui disant d'arrêter de perdre autant de temps à lire des choses compliquées. Alec dit qu'il a essayé de comprendre quelque chose et Rain répond que la seule chose qu'il doit comprendre est sa routine. Il ordonne à Alec de se préparer rapidement car les aventuriers sont censés commencer leur journée très tôt. Dès qu'Alec est prêt, il dit à Rain qu'ils devraient recommencer leur journée de la manière habituelle et il est vraiment excité à cette idée. Leur routine matinale habituelle implique un faux duel avec des épées en bois et les filles ne sont pas vraiment fans de leur énergie excessive dès le matin. Alec dit qu'il doit rattraper Rain et les autres pour les 4 années où il n'a pas beaucoup combattu. Cependant, il est capable de suivre Rain sans trop de problèmes et le faux duel ne se termine qu'après que son épée se soit brisée en 1000 morceaux. Il dit qu'il était confiant de gagner aujourd'hui et Rain lui dit qu'il ne devrait pas rêver de gagner contre lui, même dans 100 ans. Il défie Alec pour une revanche, cette fois en utilisant leurs artefacts, mais Yora les arrête avant qu'ils ne puissent recommencer à se battre. Juste à ce moment-là, Loki arrive, leur demandant s'ils ont besoin de l'aide d'un aventurier de rang S pour leur entraînement matinal. Personne ne veut vraiment parler à ce crétin, alors ils commencent à s'éloigner, mais Loki leur demande si c'est ainsi qu'ils veulent traiter le gars qui vient de leur donner une recommandation de rang S. Tout le monde se retourne et Yora demande à Loki de lui montrer la carte de rang S. Il continue de jouer avec elle et dit ensuite qu'il ne la lui donnera que si Rain s'excuse d'être un crétin avec lui tout le temps. Loki est frustré en entendant cela, mais juste à ce moment-là, Well et Krista arrivent. Krista frappe Loki sur la tête pour être une nuisance et dit ensuite à Georgia qu'ils sont venus ici pour livrer la carte de rang S au nom de leur maître de guilde. Well dit à Georgia que sur la base de leurs recommandations et de l'approbation du maître de guilde, son groupe a été promu au rang S. Yora saute de joie en entendant cela et ensuite Krista dit à Alec qu'en tant que groupe de rang S, ils peuvent maintenant accéder aux donjons Arcana qui sont encore plus difficiles que le 64e étage des donjons réguliers. Alec est choqué d'entendre cela et Krista et Well lui disent d'affluer de les chercher s'il a besoin d'aide car ils ne l'ont toujours pas entièrement remboursé de les avoir sauvés. Loki décide d'utiliser la bonne humeur pour se lier d'amitié avec les filles et les inviter à déjeuner, mais elle leur pousse avant de dire aux gars que Loki veut offrir le déjeuner à tout le monde. Alec et Rain acceptent l'idée car ils ont faim et Loki revient sur ses paroles car il ne veut pas les nourrir. Cependant, Alec et Rain sont d'humeur à manger gratuitement aujourd'hui et ils l'entraînent de force pour le festin. Bientôt, ils atteignent un restaurant et commencent à festoyer et Alec commence à parler de la façon dont ils sont vraiment un groupe de rang S maintenant. Rain lui dit que s'il commence à se déprécier en disant qu'il n'est pas digne du groupe, il lui donnera une raclée ici même. Alec lui dit que ce n'est pas comme ça et dit qu'il devrait pour nous retourner profiter de la fête. Il dit au serveur de leur apporter la liqueur la plus chère qu'ils aient et Loki commence déjà à pleurer. La fête se termine tard dans la nuit et Yora s'est évanouie après avoir bu un peu car elle ne tient pas l'alcool. Alec dit qu'elle doit être vraiment heureuse qu'ils aient été promus au rang S et Crasha lui dit que ce n'était pas la seule raison pour laquelle elle a fait la fête un peu trop fort. Elle affirme que Yora était heureuse qu'Alec les ait choisis plutôt que le roi. Alec répond qu'ils ont déjà dépassé cela, mais Rain lui dit qu'ils ont encore des choses à dire. Il est en colère qu'Alec ait géré le problème sans l'alerter la dernière fois, car il voulait briser chaque os du corps du prince pour avoir essayé de l'éloigner. Juste à ce moment-là, la réceptionniste de la guilde arrive en courant et dit à Kraja qu'ils ont besoin de son aide pour soigner des gens. Kraja la suit à l'intérieur et commence à soigner les blessés et la réceptionniste la remercie chaleureusement. Expliquant qu'ils ont trop de blessés admis en ce moment, Kraja demande s'ils ont été blessés lors d'un raid de monstres et la réceptionniste lui dit qu'ils n'ont pas été blessés par un monstre, mais par d'autres personnes. Kraja est choqué d'entendre cela, et juste à ce moment-là, le maître de guilde l'appelle dans une autre pièce pour soigner un patient gravement malade. Il révèle que la fille est Olivia, du groupe Sans Nom, et elle était toute seule quand la guilde des ombres l'a attaquée. Il laisse Kraja soigner Olivia, et elle découvre qu'elle a été tailladée sur tout le corps.
Elle réalise que ce sera beaucoup de travail pour la soigner, mais juste au moment où elle est sur le point de commencer, Olivia lui attrape la main et lui demande où elle se trouve en ce moment. Krasja répond qu'elles sont dans le bureau du maître de guilde et dit à Olivia qu'elle a été attaquée par la guilde des ombres. Olivia laisse soudainement sa rage éclater en entendant cela et commence à maudire le traître qui a causé tout cela. Elle dit à Krasja de la soigner rapidement afin qu'elle puisse traquer le traître elle-même, mais Krasja refuse car elle ne peut pas laisser une personne blessée bouger si tôt après avoir été soignée. Olivia lui attrape la chemise alors qu'elle essaie de la convaincre coûte que coûte, mais elle perd immédiatement connaissance et Krasja commence à nettoyer ses blessures avant de la soigner. Krasja a entendu le nom d'Olivia car c'est une célèbre épéiste et elle se demande qui a bien pu la blesser si gravement. Elle commence alors à la soigner et au moment où le matin arrive, elle est endormie à côté de son lit. D'autre part, Alec en apprend davantage sur le donjon Arcana dans la bibliothèque quand un jeune garçon l'appelle par son nom. Alec demande s'ils se connaissent et le garçon nommé Ljorg répond qu'il a vraiment faim et qu'un bon dessert le fera parler rapidement. Alec laisse sa curiosité contrôler ses actions et offre des desserts au garçon avant qu'il ne révèle qu'il est membre du groupe de rang S sans nom. Alec s'étouffe presque avec son café en entendant cela et demande à Ljorg ce qu'il veut de lui alors. Le garçon lui dit qu'il a beaucoup entendu parler de lui et l'invite à rejoindre leur équipe pour un raid de donjon. Le lendemain matin, Krasja décide de rendre visite à Olivia une fois de plus pour voir comment elle va. Mais même de l'extérieur, elle pouvait entendre les sons de quelqu'un qui comptait en rythme. Elle pousse la porte et ne voit qu'Olivia assise sur son lit avec une épée en bois dans les mains, pratiquant ses coups d'épée encore et encore, même blessée. Pendant ce temps, le maître de guilde est simplement assis là et la regarde avec une expression épuisée. Krasja dit immédiatement à Olivia de poser l'arme car elle finira par rouvrir toutes ses blessures, puis se tourne immédiatement vers le maître de guilde, le réprimandant de simplement s'asseoir et regarder au lieu de l'arrêter. Le maître de guilde lui dit qu'il a essayé de l'arrêter mais elle n'a pas écouté du tout et il pense que seule elle peut gérer une tête de mule comme Olivia. Olivia l'interpelle soudainement rudement, lui disant que ses jambes ne fonctionnent toujours pas et que Kraya devrait faire son travail et soigner ses jambes rapidement afin qu'elle puisse reprendre le travail inachevé. Le maître de guilde se tourne vers Olivia et lui dit d'arrêter ses conneries et de leur dire qui l'a exactement attaqué. Mais Olivia refuse fermement, affirmant que peu importe le nombre de fois que le maître de guilde lui demandera, la réponse sera toujours la même. Krasja décide d'intervenir et dit au maître de guilde de dégager car elle doit maintenant panser les blessures d'Olivia. Sur ce, elle met le maître de guilde à la porte et retourne auprès d'Olivia, vérifiant ses bandages et en enroulant de nouveau sur ses jambes pour s'assurer que les blessures ne s'infectent pas et guérissent correctement. Olivia la regarde et lui demande si elle n'est pas intéressée de savoir qui l'a attaquée, comme elle se souvient de l'agitation qu'elle a vue dans ses yeux la nuit dernière, alors qu'elle criait comment elle avait été trahie par quelqu'un en qui elle avait confiance. Elle répond qu'elle ne se soucie pas vraiment des affaires des autres et reste discrète. Cela semble apaiser un peu Olivia, qui s'incline immédiatement devant elle et demande pardon pour la façon dont elle lui a parlé et l'a traitée depuis la nuit dernière. Elle affirme que ses blessures et ses problèmes l'ont rendue faible et elle a commencé à agir comme une gamine sans raison, même si Krasja l'a aidée à lui sauver la vie. Krasja sourit et s'approche d'elle, l'embrassant sur le front, ce qui surprend Olivia qui recule contre le mur, affirmant qu'elle n'est pas de ce genre. Mais Krasja affirme que ce n'est qu'une technique de déploiement de magie apaisante qui devrait la détendre très bientôt. Olivia sent soudainement la chaleur sur son front qui lui rappelle le baiser qu'elle a reçu de sa mère enfant. Elle se détend bientôt et demande à Krasja quelque chose de chaud à boire, alors Krasja lui verse du thé. Avant de partir chercher des collations, de retour sur le terrain d'entraînement, Alec raconte à Reign et Yora sa rencontre avec Luo du groupe Sans Nom et leur parle du raid proposé dans le donjon labyrinthe. Reign sourit, affirmant qu'Alec a dû tomber sous son charme car parfois même lui-même se demande s'il est complètement hétéro. Reign dit aussi à Alec que Luo est un elfe et est plus âgé que tous réunis. Cela surprend vraiment Alec qui n'avait aucune idée que les elfes pouvaient en vivre aussi longtemps, surtout en ayant l'air si jeune. Alec leur dit ensuite que selon Luo, leur groupe se dirige bientôt vers le tout dernier étage du donjon labyrinthe. Mais en raison de certaines complications, ils seront occupés ailleurs, alors ils veulent que Alec et son équipe s'occupent du donjon et finissent rapidement le boss final, récupérant le cristal du cœur du donjon. Alec est surpris car vaincre le dernier étage d'un donjon signifie des tas d'argent et de gloire, et demande à Luo ce qui est si important pour qu'ils abandonnent leur chasse à mi-chemin. Luo répond qu'ils doivent à la guilde des ombres une revanche car ils ont osé attaquer Olivia, une épéiste de rang S de leur groupe, et ils ne peuvent pas laisser passer cela si facilement. Sur ce, Luo passe à Alec le cristal du cœur du donjon du dernier étage que son groupe a nettoyé et lui dit de le prendre comme un signe de bonne volonté. Reign lui dit d'attendre un peu car cela n'a aucun sens. Luo et son groupe les envoient directement au deuxième dernier étage et leur ont même donné le cristal du cœur du donjon pour cela. De plus, ils s'occuperont également de la guilde des ombres.
Ça semble trop beau pour être vrai, ce que Rain ne croit pas vraiment, il est méfiant. Yora cependant est d'un avis différent car elle affirme que Luo peut paraître un peu bizarre, mais c'est la seule personne qui maintient toute son équipe sous contrôle et la fait fonctionner au maximum de ses capacités. Rain ne se soucie pas vraiment de trop réfléchir et décide de simplement suivre le courant et de gérer les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Il dit à Alec que Crasha doit avoir fini de soigner Olivia, alors il devrait aller la chercher et se diriger vers le donjon labyrinthe. Sur ce, il se dirige vers l'aile de l'hôpital, mais juste avant qu'il ne puisse franchir le portail, une des réceptionnistes se précipite et les bouscule. Elle semble essoufflée et affirme qu'elle les cherchait car quelque chose ne va pas avec Crasha. Alec et les autres se précipitent immédiatement pour trouver Crasha dans un état drogué, parvenant à peine à tenir debout, alors qu'elle trébuche dans le couloir. Alec la rattrape avant qu'elle ne tombe et elle explique qu'elle a été droguée par Olivia, qui s'est précipitée dans le donjon pour se venger de la personne qui l'a attaquée. Rain la regarde avec agacement, affirmant que Crasha était trop bien pour cette femme impolie et qu'elle aurait dû la laisser souffrir pendant quelques jours. Crasha lui lance un regard furieux, affirmant qu'elle était blessée et que si elle se bat maintenant, elle ne survivra pas. Rain ne s'en soucie pas vraiment, affirmant qu'Olivia est une aventurière de rang S qui devrait pouvoir se débrouiller seule. Ils ne sont pas obligés de courir après elle chaque fois qu'elle prend une décision folle. Crasha décide d'arrêter de discuter car elle affirme que la seule raison pour laquelle Olivia a couru vers les donjons et qu'Alodia a lutté que Crasha a guéri ses jambes, donc c'est de sa faute et elle va la sauver même si elle doit le faire seule. Alec et les autres, cependant, ne vont évidemment pas la laisser faire ça et se préparent à se diriger vers les donjons, tandis que Rain affirme qu'ils allaient déjà y aller pour nettoyer le dernier niveau. Donc ce ne serait qu'un petit détour. Sur ce, ils arrivent bientôt à l'entrée du donjon, qui semble impressionnante et déroutante. Yora explique à Alec que le donjon est rempli de téléporteurs, qui peuvent facilement les mener dans la mauvaise direction, car de nombreux aventuriers se perdent dans les grottes labyrinthiques pour ne plus jamais être revus. Avant qu'ils ne puissent en entrer, cependant, ils sont effrayés par Belle de Racromo, qui se faufile immédiatement à côté d'Alec, affirmant que le donjon est un endroit effrayant où se perdre et qu'Alec devrait donc lui tenir la main en permanence. Elle affirme que Luo l'a envoyé pour les accompagner car il a entendu dire qu'Olivia s'était enfuie seule dans les donjons. De plus, Belle affirme qu'elle voulait revoir le bâton épais et dur d'Alec lancer d'énormes sorts magiques. Yora n'aime pas que quiconque touche son homme. Elle repousse Belle, affirmant que leur groupe n'est pas comme Nameless et qu'ils se soucient réellement de la dynamique d'équipe, donc juste eux quatre seraient mieux pour nettoyer les donjons. Alec est un peu confus par cette déclaration, mais elle explique que Nameless est techniquement un groupe, mais ils se battent tous comme des aventuriers solitaires, chacun à son propre rythme. Rain affirme que ce n'est que parce que Luo a réussi à les convaincre de travailler en groupe qu'ils en ont formé un, sinon ils auraient certes continué en tant que combattants solitaires. Belle intervient également, affirmant qu'ils ne se réunissent que lorsqu'ils doivent nettoyer un donjon, mais à part ça, ils agissent comme s'ils ne se connaissaient même pas. Rain commente qu'une femme impolie comme Olivia ne peut de toute façon être amie avec personne, mais Belle lui dit qu'il a tort. Selon elle, Olivia peut avoir l'air d'une brute, mais à l'intérieur, c'est une vraie douceur avec un cœur tendre. Elle se souvient du temps où elle se dandinait autour d'elle, la regardant s'entraîner, lui demandant constamment des conseils, puisqu'elle était la meilleure épéiste de la région, mais Olivia ne lui a jamais rien refusé, et lui a toujours donné des conseils utiles pour s'améliorer. Yora interrompt l'histoire, voulant d'une certaine manière s'éloigner d'Alec, et lui dit de retourner en vitesse auprès du maître de guilde, et de leur dire que leur groupe se dirige vers le donjon. Belle est un peu idiote, et accepte, mais avant de partir, elle demande à Alec de s'assurer qu'Olivia est en sécurité et de la ramener du donjon. Sur ce, Rain lance à Alec un bracelet d'amitié et bientôt il se motive avant d'entrer dans le donjon. Peu après être entré, Crasha commence à placer des cercles de téléportation magiques au cas où ils seraient séparés, car ils vont devoir faire face à de nombreux pièges en chemin. Rain commence à se moquer d'elle pour être si calme maintenant, même si elle pleurait comme un bébé pour Olivia il y a quelques instants. Cela énerve Olivia qui lui donne un coup de pied sauté au visage, le faisant tomber au sol où il finit par activer un piège de cercle magique. Alec essaie immédiatement de le tirer de là, mais en chemin il marche lui-même sur un piège et ils sont tous les deux téléportés à des endroits différents. Alec se retrouve immédiatement au milieu de nombreux monstres porcins qui commencent à l'attaquer. Alec ne perd pas de temps et lance sa magie de foudre à gauche et à droite, abattant les monstres comme des mouches. Alors que soudain, une flèche détruit un monstre qui s'approchait furtivement de lui par derrière, il lève les yeux pour trouver Crasha sur une corniche, son arc prêt. Bientôt, ils détruisent tous les monstres de la pièce et Alec lui demande comment elle l'a trouvé. Crasha affirme qu'elle savait qu'il y avait de fortes chances qu'ils soient séparés en chemin, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'ils soient séparés avant même de commencer leur aventure. Elle pointe le bracelet d'amitié d'Alec, affirmant que c'est un dispositif magique spécial qui les relie tous les deux. Ainsi, partout où l'un d'eux est téléporté, l'autre ne serait pas loin derrière. Elle affirme que Yora et Rain en ont un similaire et qu'ils iraient très bien.
Sur ce, ils commencent à traverser les grottes malodorantes où ils sont bientôt pris en embuscade par encore plus de monstres. Mais Alec et Krasja en viennent rapidement à bout, les tuant tous avec leur jeu d'épée impeccable. Ils continuent à marcher à travers les grottes sinueuses quand Alec s'arrête soudainement, affirmant qu'Olivia doit être proche car il aperçoit son bandage ensanglanté sur le sol. Pendant ce temps, Yora et Rain fuient une horde de monstres après que Rain ait ouvert une porte d'apparence suspecte qui était évidemment un piège. Rain affirme que la porte avait l'air très intéressante, alors bien sûr, il devait l'ouvrir une fois. Yora sait que discuter avec lui est inutile, alors elle utilise sa magie de manipulation de la terre et crée un mur sur lequel ils se tiennent et dit à Rain de tuer le chef des monstres. Sans même réfléchir, Rain saute au milieu des monstres et avec la magie de soutien de Yora, il parvient à traverser tous les monstres, les projetant à gauche et à droite avant de foncer droit sur le chef, que Rain décapite d'un seul coup de sa lance. Au moment où leur chef est mort, les monstres paniquent et commencent à courir dans toutes les directions pour sauver leur vie. Yora saute et tapote Rain dans le dos, affirmant qu'il a fait un travail formidable et sur ce, ils continuent leur aventure. De retour dans l'autre grotte, Alec et Krasja courent à toute vitesse pour essayer de rattraper Olivia et la trouvent bientôt assise près d'une entrée, essayant de panser ses blessures une fois de plus. Elle a l'air encore plus contusionnée et malmenée, mais prétend qu'elle va parfaitement bien, disant à Krasja de la soigner. Krasja refuse, affirmant qu'elle est là pour la ramener. Et si elle la soigne, Olivia s'enfuira simplement une fois de plus. Olivia se tourne vers Alec et lui demande s'il connaît une magie de guérison qu'il pourrait utiliser sur elle. Mais Alec refuse, affirmant qu'il ne connaît que la magie offensive. Il s'assied ensuite près d'elle, affirmant que Krasja veut juste s'assurer qu'elle est en sécurité, car elle paniquait tout le temps qu'il la cherchait. Cela semble adoucir Olivia, qui se tourne vers Krasja, lui disant de ne pas faire confiance aux gens si facilement, car elle l'a déjà trompé une fois auparavant. Sur ce, elle se lève, leur disant que s'ils ne veulent pas la soigner, c'est tout à fait bien, mais il ferait mieux de ne pas se mettre en travers de son chemin. Krasja n'est pas prête à abandonner si facilement cependant et dit à Alec de lui bloquer le chemin. Alec fait ce qu'on lui dit, tandis que Krasja demande à Olivia ce qu'elle espère exactement accomplir ici. Elle demande si elle est ici pour la Guilde des Ombres, mais Olivia se moque de ça, affirmant que des gens comme la Guilde des Ombres ne pourraient même pas toucher ses cheveux. Elle est après une vengeance personnelle car elle a été trahie par le professeur qui lui a tout appris et qui a laissé sa mère mourir. Sur ce, elle s'avance dans un piège de téléportation, disant à Alec et Krasja de revenir, mais tous les deux sautent dans le cercle, ce qui les transporte dans une zone différente où ils se retrouvent au milieu du nid des monstres, entourés d'énormes créatures. Alec réalise immédiatement que cela pourrait être vraiment troublant et maudit sa malchance avant de sortir son épée et de se précipiter pour attaquer. Olivia essaie aussi de tirer son épée pour se battre, mais Krasja lui dit d'attendre et utilise sa magie pour soigner cette femme stupide et irrationnelle, tout en lui disant de conserver son énergie autant que possible, car créer un cercle de téléportation magique prend beaucoup de temps et Alec ne pourrait pas gérer tous les monstres seul. C'en était assez de ces bêtises pour Olivia, car elle ne se soucie pas des bavardages inutiles. Elle sort immédiatement son épée et se jette tête baissée dans la bataille, aidant Alec à tuer, tout en lui disant qu'ils devraient travailler ensemble et sortir de ce trou infernal. Krasja commence rapidement à utiliser sa magie pour créer des cercles de téléportation, tandis qu'Alec tranche tout monstre plus petit qui tente de se mettre en travers de son chemin. Ses yeux se fixent bientôt sur un énorme hobgoblin qui balance sa massue sur Alec, le manquant de peu, alors qu'Alec esquive l'attaque et saute derrière lui, tranchant le monstre dans le dos. Il réalise que le monstre est trop grand pour qu'il le gère seul, car il est incapable d'atteindre ses points faibles. Le monstre le frappe à nouveau et il roule à peine hors de sa portée, réalisant la gravité de la situation et à quel point il a failli mourir avant que les monstres ne puissent mettre fin à sa vie. Cependant, Olivia intervient et décapite proprement non pas un, mais 2 hobgoblins avec une facilité incroyable, choquant même Alec, pourtant surpuissant. Elle rengaine son épée et dit à Alec qu'il n'a pas assez pratiqué, comme s'il était un véritable épéiste de rang S. Des monstres comme cela ne pourraient jamais le prendre au dépourvu. Pendant ce temps, Krasja continue de travailler sur son cercle magique et appelle Alec, lui disant de se préparer car elle a presque fini. Mais à sa surprise, au moment où il était sur le point d'être achevé, le cercle magique se brise complètement comme mes espoirs et mes rêves. Elle est confuse et essaie de créer un autre cercle, mais Alec lui dit de ne pas gaspiller son énergie, car cet étage doit avoir un champ anti-magie, ce qui signifie qu'ils sont livrés à eux-mêmes et doivent de se frayer un chemin hors de cet endroit sans utiliser aucune sorte de magie. Olivia et Alec se mettent dos à dos une fois de plus, et Olivia lui dit qu'il doit améliorer son jeu s'ils veulent avoir la moindre chance de s'échapper vivant de cet étage. Sur ce, elle s'élance immédiatement, décapitant le monstre le plus proche d'elle, avant de se retourner et de s'occuper de l'autre d'un coup rapide. Alec l'admire car il n'a jamais vu une combattante aussi calme et précise de sa vie. Elle est le contraire de Rain qui se bat avec tous ses instincts et son énergie, sans aucune cellule cérébrale impliquée.
Il comprend enfin que pour être un épéiste de rang S, il devra être aussi vif et calculateur qu'elle, ne gaspillant aucune énergie avec des mouvements inutiles et étant aussi efficace que possible. Il essaie de reproduire une de ses attaques et tranche le monstre qui a tenté de l'attaquer en deux. Olivia le remarque et lui sourit, affirmant qu'il n'est pas si mauvais non plus s'il peut commencer à améliorer ses attaques en plein combat. Ils éclatent tous deux bientôt en une rafale de coups d'épée alors qu'ils affrontent une vague continue de monstres les uns après les autres. Mais même si Alec lui-même est l'un des meilleurs épéistes ici, Olivia lui dit qu'il a beaucoup de talent mais qu'il n'a pas encore maîtrisé son arme, ce qui signifie qu'il n'utilise pas toute sa puissance. Elle lui dit de ne pas essayer de dominer ses adversaires par la seule force brute tout en traitant son arme comme un outil au lieu d'une extension de son corps. Krasja continue d'essayer de localiser le champ anti-magie, mais cela prend trop de temps, et Alec et Olivia sont tous deux fatigués par les combats constants. Olivia dit à Alec qu'ils ne peuvent pas continuer à combattre les hordes infinies de monstres, car ils finiront par glisser tôt ou tard, ce qui signifie qu'aucun d'eux ne pourra survivre. Alec élabore un plan et dit à Olivia qu'il peut distraire les monstres et les tenir à distance, pendant qu'Olivia cherche le champ anti-magie et le détruit afin qu'il puisse sortir d'ici le plus vite possible. Olivia accepte le plan et appelle immédiatement Krasja, lui demandant si elle a une idée générale de la direction où pourrait se trouver le champ anti-magie. Krasja a réussi à réduire cela à une seule direction et la montre à Olivia, mais affirme qu'elle ne pourra jamais atteindre ce point car il y a trop de monstres en chemin. Olivia lui dit de garder ses commentaires pour elle et fonce droit devant, imprudemment, abattant d'énormes monstres en chemin d'un seul coup d'épée et faisant en sorte que cela paraisse facile. Elle continue de trancher les monstres à gauche et à droite, tandis qu'Alec décide de faire sa part et crie sur les monstres pour détourner leur attention d'Olivia. Il commence à courir dans la direction opposée et les monstres sans cervelle commencent aussi à le poursuivre. Avant qu'il ne puisse réfléchir, cependant, Krasja l'appelle, affirmant qu'un des monstres volants le rattrape grâce à l'avertissement. Alec parvient à se retourner à temps et part l'attaque du monstre, le bloquant pour le moment. Le monstre s'avère cependant incroyablement fort, mais Alec serre les dents et utilise toute sa force pour repousser la bête. Le monstre n'a cependant pas encore fini et fonce simplement pour un autre assaut, tandis qu'un autre monstre attaque Alec, le forçant dans une situation délicate. Alec parvient à échapper à la situation en tranchant la tête du premier monstre avant de courir en direction d'un des plus grands hobgoblins. Le monstre oiseau idiot le suit aveuglément, déterminé à détruire Alec, mais il utilise cela à son avantage et parvient à diriger l'oiseau vers le hobgoblin, espérant que cela les tuerait tous les deux. Alors que la poussière retombe, cependant, il aperçoit l'oiseau toujours en vie. Alors qu'il vole dans les airs avec la tête du hobgoblin mort serrée entre ses serres, Alec réalise que combattre cet oiseau ne sera pas une tâche facile, mais se prépare à l'engager dans un duel aussi longtemps que possible, donnant à Olivia le temps dont elle a besoin pour trouver le champ anti-magie. Olivia continue de trancher les monstres les uns après les autres quand elle repère enfin un mage monstre qui utilise un artefact spécial qui provoque l'activation du champ anti-magie. Elle continue de décimer tous les monstres qui se trouvent sur son chemin et atteint finalement le chaman qui n'a même pas le temps de réagir alors que la lame d'Olivia le transperce par derrière et elle détruit l'artefact magique avec ses bottes. Elle appelle Krasja qui commence rapidement à canaliser la magie de téléportation une fois de plus. Un peu plus tard, elle est prête et dit à Alec qu'il doit venir ici le plus vite possible car ils partent. Alec décide de sortir sa baguette magique, maintenant prêt à lancer de juteux sorts, et utilise sa magie de foudre sur les monstres devant lui, les anéantissant complètement. Sur ce, il atteint le cercle magique, tandis qu'Olivia continue de se battre contre les monstres qui lui bloquent le chemin. Alec réalise qu'elle a besoin d'aide et utilise rapidement sa magie de boule de feu pour tuer les monstres qui lui bloquaient le chemin, lui donnant un chemin clair qu'elle traverse rapidement pour atteindre le cercle magique, s'échappant de ce trou infernal. Quand ils ouvrent les yeux, ils se retrouvent dans une zone ouverte, en sécurité pour l'instant. Soulagée, Olivia se retourne pour faire face à Alec et lui demande pourquoi il ne lui a pas dit qu'il était un mage et non un épéiste. Alec affirme qu'il pensait qu'elle savait, mais Olivia le réprimande car aucun mage qu'elle ait jamais vu ne se serait jeté dans une horde de monstres avec une épée à la main. Il l'aide à se relever du sol et Olivia le remercie de l'avoir aidé car elle n'aurait pas survécu à cet étage si elle avait été seule. Krasja cependant n'est pas très contente car elle affirme que la magie de guérison n'est pas parfaite et que seul le temps peut guérir correctement les blessures. Elle affirme que si Olivia continue de se battre, ses blessures se rouvriraient assez tôt et elle serait dans un état pire que lorsqu'elle a été soignée. Olivia révèle enfin pourquoi tuer ce traître est si important pour elle car elle explique qu'il était la raison de la mort de sa mère. Elle affirme que lorsque sa mère est morte pendant une aventure, l'homme nommé Mel l'a trouvée et est devenu son maître qui lui a appris tout ce qu'elle sait sur l'escrime. Elle lui faisait confiance et le considérait comme un père après la mort de sa mère,
prête à écouter tous ses ordres jusqu'au jour où il lui a dit la vérité. Ils étaient dans un donjon qu'elle venait de nettoyer quand Mel a sorti son épée et l'a mortellement blessée. Et alors qu'elle gisait là, saignant sur le sol, il lui a dit la vérité sur la façon dont il était celui qui avait tué sa mère. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait admiré l'homme même qui avait ruiné son enfance et lui avait enlevé sa mère. Elle montre la cicatrice qu'il lui a faite, affirmant qu'elle doit le trouver et s'occuper de lui car c'est la seule façon pour elle de vivre sa vie. À sa surprise, Alec met son manteau sur elle et affirme qu'il l'aiderait à combattre Mel le maître-lame. Et même Krasja la soigne une fois de plus, affirmant qu'elle le soignera autant de fois qu'il le faudra. Pendant ce temps, de retour aux étages supérieurs, Rain et Yora herbent sans but dans les tunnels quand ils entendent soudainement un groupe de personnes venant d'un des tunnels. Ces membres s'avèrent être de la guilde des ombres qui attaquait les aventuriers dans la grotte. Le gars qui dirigeait le groupe se moque d'eux et leur dit de se préparer à rencontrer leur créateur. Mais Rain en vient rapidement à bout tandis que Yora les ligote complètement. Rain demande au Joker aux dents acérées comment il a pu vaincre quelqu'un comme Olivia alors qu'il n'est même pas 1% aussi fort qu'elle. C'est une nouvelle préoccupante et Rain décide qu'il devrait trouver Krasja et Alec et retourner d'abord auprès des membres de la Guilde des Ombres, puis décider comment gérer ce type, Mel. Yora est d'accord, mais avant qu'il ne puisse nous faire quoi que ce soit, le Joker active un noyau de donjon, ce qui fait exploser le sol sous eux, faisant mourir ses propres amis tandis que Yora est assommée par l'explosion. Rain essaie de l'atteindre, mais le Joker parvient à la saisir avant et s'enfuit avec elle, tandis que Rain le suit en colère. Alec et les autres entendent les points l'explosion et la suivent immédiatement seulement pour trouver un énorme trou dans le sol du donjon. Olivia aperçoit quelque chose et descend rapidement avant de le jeter à Alec. Il réalise rapidement que c'était le chapeau qui appartenait à Yora. Pendant ce temps, Yora se réveille enfin pour se retrouver devant un homme encapuchonné qui semble être le chef de la Guilde des Ombres. Il affirme bien la connaître, ce qui la déroute, et elle demande qui diable il est. L'homme encapuchonné lui saisit le visage, affirmant qu'elle saura bientôt ce qui arrive aux gamines qui parlent trop rudement. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, cependant, une voix derrière lui l'arrête. Dora comprend tout de suite que le grand homme aux deux épées doit être le maître-lame Mel. Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir, Rain descend du trou au-dessus d'eux et poignarde le Joker dans le dos avant de courir vers l'homme encapuchonné pour l'achever. À sa grande surprise, l'homme encapuchonné sort une épée de mana et parvient à bloquer son attaque. Pendant que le Joker peine à se relever, il remarque le bracelet magique que Georgia et Rain portaient et il retire rapidement celui de Georgia pour qu'elle ne puisse plus être traquée. Georgia tente de résister, mais le Joker la frappe à l'estomac, l'assommant une fois de plus, avant de s'enfuir avec elle et le maître-lame. Rain entre dans une rage folle et jure de le tuer de la manière la plus douloureuse qui soit, mais avant cela, il doit d'abord s'occuper de l'homme encapuchonné. Il s'engage dans une rafale de coups d'épée, mais Rain réalise qu'il doit en finir vite. Il recourt à la force brute et brise l'épée en deux avant de poignarder l'homme à travers l'estomac. L'homme encapuchonné tombe au sol et Rain était prêt à poursuivre Georgia. Mais à sa surprise, l'homme ne meurt pas et se relève, récitant des sorts qui lui ramènent tout le sang, créant une nouvelle épée alors qu'il dit à Rain que c'est maintenant son tour de mourir et que rien au monde ne peut le sauver. Rain réalise que cet homme pourrait être problématique car il n'a jamais vu une magie pareille. Il a connu des guérisseurs qui utilisaient de la magie de soin pour aider un coéquipier, mais cette personne semble employer quelque chose de bien plus sombre et dangereux. Il décide de ne pas lui laisser le temps et passe directement à l'offensive. Il fonce sur l'homme au manteau rouge et le lacère avec sa lance avant de le repousser d'un coup de pied. Du sang coule de la bouche de l'homme, mais Rain ne le laisse pas se reposer et enfonce sa lance dans la poitrine de l'homme, s'attendant à ce qu'il meure cette fois. Mais à sa surprise, le mage se contente de rire et se remet sur ses deux pieds. Il retire lentement la lance de sa poitrine, affirmant qu'il a déjà affronté de nombreux idiots comme Rain et qu'il sait à quel point ils sont têtus. Alors il décide de se présenter. L'homme affirme s'appeler Gloria, le mage de sang, et peu importe combien de fois Rain essaiera de le tuer, il ne mourra pas. Même si sa tête était coupée de son corps, cela ne lui importerait pas et il reviendrait toujours. À ce moment-là, le sang de Gloria commence à luire et il remonte le long de sa main avant de devenir une lame. Rain est choqué tandis que Gloria rit, affirmant que plus il est blessé, plus il devient fort, donc agiter cette stupide petite lance ne suffirait pas à le vaincre. Sur ce, Gloria abat son épée de toutes ses forces, frôlant presque Rain qui esquive de justesse mais est choqué par la vitesse et la puissance de l'attaque. Gloria profite de cette distraction momentanée et lacère Rain sur tout le corps, lui infligeant de nombreuses coupures. Rain recule et esquive la prochaine attaque, mais même lui sait qu'il ne peut pas continuer à se battre ainsi et doit trouver un moyen de contourner cette technique magique agaçante. Avant qu'il ne puisse formuler un plan,
Le mage de sang utilise sa magie pour créer un long fouet fait de sang et s'en sert pour frapper Rain au visage. Avant même qu'il ne puisse retrouver son équilibre, Gloria parvient à enrouler le fouet autour de ses jambes et le projette en l'air avant de le fracasser au sol avec une force incroyable. La lance de Rain s'envole de ses mains tandis qu'il reste au sol, incapable de bouger ou de respirer correctement. Se demandant si c'était la fin, Gloria rit de son état, lui demandant si c'était tout ce que Rain était capable de faire, affirmant qu'il n'était rien de plus qu'un sac de frappe qu'il pourrait utiliser pour libérer sa frustration refoulée. Sur ce, il se met à rire comme un maniaque et dit à Rain de se préparer à dire adieu au monde. Mais juste à ce moment-là, Rain parvient à trouver le dernier souffle de force qui lui restait et se remet sur ses pieds. Il dit à Gloria de fermer sa sale gueule, car c'est lui qui va mourir aujourd'hui. Gloria regarde l'état lamentable de Rain et éclate de rire. Alors que Rain se souvient qu'Alec lui avait dit de lâcher son arme parfois, Rain décide enfin de mettre ce conseil en pratique et appelle sa lance, qui se met immédiatement à flotter et fonce droit sur Gloria, qui esquive, affirmant que Rain ne peut pas s'attendre à ce qu'il tombe dans des pièges pareils, mais la distraction momentanée fut suffisante pour Rain, qui réduisit la distance et le frappa en plein visage, le projetant au sol. Il se souvient du jour où il avait décidé de défier Alec en duel pour la première fois. Alec était un mage mais voulait affronter Rain en duel sans utiliser de magie. Rain le traita d'idiot de penser qu'il serait capable de le vaincre, mais Alec était toujours doué pour tout ce qu'il entreprenait. Alec sortit son épée de mana et ils commencèrent tous deux à s'affronter dans une rafale de coups d'épée et de coups de lance. Rain fut choqué de voir à quel point Alec était un épéiste capable et fut parfois repoussé par lui. Mais Rain n'était pas non plus du genre à reculer facilement, alors il redoubla d'efforts et continua la bagarre. À un moment donné, lorsque Rain leva le bras pour frapper Alec, la lance s'envola de sa main et se ficha dans le mur. Lui et Alec furent tous deux surpris, mais Rain se reprit vite et décida d'utiliser ses poings pour répondre à l'épée d'Alec, ce qui prit Alec au dépourvu. Avant qu'ils ne puissent décider du vainqueur du combat, leur professeur les arrêta, les réprimanda avec colère et leur donna une retenue dans le jardin pour arracher toutes les mauvaises herbes. Après avoir passé tout l'après-midi à arracher les mauvaises herbes, Alec et Rain s'assirent tous deux pour regarder le coucher de soleil, où Alec dit à Rain qu'il était vraiment incroyable pour se remettre de n'importe quelle situation, et affirma qu'il avait été pris totalement au dépourvu et aurait sûrement perdu contre Rain si le professeur n'était pas intervenu. Il sourit en revenant à la réalité et regarde Gloria se remettre sur ses pieds. Décidant de ne pas lui laisser le temps de récupérer, Rain se précipite à nouveau sur lui et tente de lui asséner un crochet du droit. Gloria forme une garde croisée et se protège. Rain continue de frapper sa garde, assénant coup après coup, chacun plus fort que le précédent, jusqu'à ce que la garde de Gloria cède enfin et que Rain lui assène 2 crochets rapides au visage avant de lui porter un uppercut qui l'envoie directement dans le mur. Rain lui crie de se relever comme s'il devenait plus fort à chaque coup. Alors, au lieu de le poignarder, il le frappera jusqu'à ce qu'il soit à moitié mort et incapable de bouger. À sa surprise, Gloria se relève une fois de plus et au lieu de foncer droit sur Rain, il sort 2 dagues de sang de ses bras et s'en sert pour se lacérer l'estomac. Le sang qui jaillit de son corps le remplit d'énergie et il crée un immense cercle magique au-dessus de lui qui se transforme lentement en une tornade prête à engloutir Rain tout entier. Rain réalise qu'il ne peut rien faire contre cela et accepte son destin, mais à sa surprise, Alex s'interpose et utilise sa magie de réflexion pour renvoyer complètement toute l'attaque vers le mage de sang. Rain remercie Alec de son aide, affirmant qu'il aurait été perdu s'il n'était pas intervenu au moment parfait. Avant qu'il ne puisse parler davantage, Gloria émerge de la flamme ardente, blessée mais toujours en vie. Olivia réalise immédiatement que cet homme est un mage de sang, ce qui pourrait être problématique, mais elle affirme qu'elle essaiera de s'en occuper rapidement. Rain se tourne vers Alec et lui dit qu'il n'a pas pu sauver Yora et qu'elle a été emmenée par le maître lame et un voyou juste sous ses yeux. Esha est confuse et demande ce que la guilde des ombres pourrait bien vouloir de Yora, mais Rain affirme qu'il savait pertinemment qui elle était, car le voyou connaissait son nom. Il dit à Alec et aux autres d'aller chercher Yora pendant qu'il s'occupe de ce mage de sang ici, mais Kraja lui dit de se taire et utilise sa magie de guérison pour apaiser sa douleur. Pendant ce temps, le mage de sang les attaque avec colère avec sa magie, mais Alec parvient à les refléter une fois de plus, créant suffisamment de distraction pour que Kregia et Olivia puissent tout passer devant le mage de sang et poursuivre Yora. Gloria sourit de leur ruse et dit à Alec d'arrêter d'utiliser son sort de réflexion agaçant, mais Alec lui rétorque de cesser d'utiliser sa magie et de se battre comme un homme. Olivia renvoie également la lance de Rain, donc Gloria est tuée maintenant en réel désavantage face aux 2 amis. Avant même qu'ils ne puissent se battre,
Gloria tombe au sol, réalisant à quel point il est gravement blessé, tandis que Rain rit, affirmant que sa magie n'est rien contre Alec qui pourrait le vaincre les yeux fermés. Gloria le regarde avec colère dans les yeux et retire ses bandages sur les bras, révélant une multitude de signes sur son corps. Il utilise un sort magique et libère la magie de lui, ce qui le transforme en un être monstrueux, son corps se déchirant de muscles et des crocs poussant de sa bouche. Avec une aura magique rouge autour de lui, il fonce sur Rain et avant même qu'il ne puisse réagir, il le tient dans ses mâchoires, mordant fort son cou. Alec réalise rapidement ce qui se passe et utilise sa magie de foudre pour repousser le mage de sang, mais le mal est fait car Rain gît au sol, immobile. Alec lance rapidement une rafale d'attaque de magie de foudre, mais à sa surprise, Gloria est si extrêmement rapide qu'il parvient à distancer la foudre et à esquiver chaque attaque. Alec change cependant de stratégie et, au lieu de viser Gloria avec sa magie, il crée un immense cercle magique au-dessus de lui, faisant pleuvoir des éclairs de toutes parts, garantissant des coups sur le mage de sang enragé. À sa surprise, même cette stratégie échoue, car Gloria parvient à retrouver toute sa force grâce à sa magie du sang et rassemble une quantité de sang pour créer 2 dagues très aiguisées qu'il utilise pour envoyer des entailles aériennes, forçant Errol à se couvrir d'un bouclier de mana pour se protéger, lui et Rain, de graves dommages. Le dernier coup brise le bouclier d'Errol et Gloria pense qu'il a enfin maîtrisé Errol et peut en finir avec lui. Seulement pour remarquer que Rain a disparu de sa place, il se retourne rapidement et aperçoit Rain qui saute pour l'attaquer avec sa lance. Mais Gloria intercepte ses attaques juste à temps et utilise ses dagues pour parer chacune d'elles tout en le repoussant et même en le frappant en plein visage. Rain réalise qu'il ne peut pas suivre ce monstre car Gloria continue de le dominer et de lui asséner des coups de pied de temps en temps, le repoussant continuellement jusqu'à ce qu'il s'effondre à nouveau au sol. Gloria se retourne alors vers un Errol choqué, lui disant que c'est maintenant son tour de regarder son ami lâche mourir, la mort d'un perdant pendant qu'il ne peut rien faire d'autre que regarder. À sa surprise, Rain n'a pas encore fini et parvient à poignarder Gloria à l'estomac, le faisant éclater en flammes. Il se souvient que lorsqu'il était enfant, il était ami avec un autre enfant qui était un génie du combat à la lance, battant toujours Rain avec une facilité déconcertante de prodige. Rain s'entraînait jour et nuit, plus que quiconque dans le village, tandis que l'enfant ne s'entraînait jamais et pourtant, Rain n'a jamais pu s'approcher de le vaincre. Ce qu'il n'a pas pu faire, la cigarette l'a fait. L'enfant a fini par avoir un cancer du poumon et au lieu de fonder un empire de la drogue, il a fini par passer l'arme à gauche et est mort. Avec le souvenir de cet enfant bien présent dans sa tête, Rain continue de repousser Gloria, lui assénant coup après coup sur le corps, tandis qu'Errol se demande si cela suffira pour qu'il remporte la victoire ou si Gloria a d'autres tours dans son sac. Rain sourit à Gloria qui semble surpris par l'ampleur des dégâts qu'il vient de subir, mais Rain affirme qu'il n'a même pas encore commencé. Il se tourne vers Alec et lui dit qu'il devrait lui montrer leur véritable combo, que personne n'a pu supporter jusqu'à présent. Gloria est un peu décontenancée et se demande si ces 2 voyous bluffent ou non. À sa surprise, Alec produit rapidement un cercle magique. Mais au lieu de la magie de foudre qu'il a montrée jusqu'à présent, il déploie sa magie de feu, renforçant la lance de Rain d'une flamme ardente à son extrémité. Gloria n'en croit pas ses yeux car la magie de flamme est censée être très destructive et l'utiliser sur un allié est inouï. Rain ne s'en soucie guère et fonce sur Gloria à toute vitesse, essayant de le frapper avec 100 d'attaques à la fois. Gloria fait de son mieux pour résister aux attaques, mais se laisse lentement submerger par sa vitesse. Rain s'avance et parvient à porter un coup dévastateur, tranchant net le bras droit de Gloria. Gloria est horrifiée par leur stratégie et crie à Alec que s'il continue ainsi, il va aussi tuer son propre ami. Rain cependant lui dit de fermer sa sale gueule et crie à Alec d'envoyer une autre explosion de flammes dans sa direction. Alec sourit de la ténacité de son ami et lui tire une autre vague de flammes directement dessus. Rain est complètement enveloppé dans un tourbillon de feu et saute en l'air pour affronter Gloria qui tente de riposter avec sa propre arme magique. Rain cependant est beaucoup plus puissant à ce stade et parvient à pousser Gloria au sol. Il ne lui laisse pas non plus le temps de récupérer et fonce rapidement, poursuivant son assaut tandis que tout ce que Gloria peut faire est de parer les attaques qu'il peut. Mais cela ne suffit pas pour survivre face à Rain, il parvient à porter un autre coup à Gloria, lui coupant également le bras gauche à l'épaule. Il repense au garçon qui le battait toujours à l'entraînement et décide d'honorer sa mémoire en prouvant qu'il aurait été le meilleur lancier du monde s'il avait vécu assez longtemps. Avec une passion ardente, Rain met une fois de plus toute sa force dans une poussée incroyablement puissante.
brûlant complètement un trou à travers le corps de Gloria, qui à ce stade est complètement détruit, ses 2 mains manquantes et même son torse se séparant de son bas du corps, alors que tout tombe au sol en un tas désordonné. Il se retourne et commence à marcher vers Alec, victorieux, affirmant qu'il s'assurera que leur groupe devienne le numéro 1 mondial. Pendant ce temps, Yora se réveille enfin à un tout autre niveau et trouve le Joker, ce sale type, la fixant. Il se moque d'elle en lui montrant le cœur du donjon, affirmant qu'il adore voir les aventuriers déployer tous leurs efforts pour vaincre les monstres à tous les étages. Et finalement, quand ils mettent la main sur le cœur du donjon, ils foncent sur eux et le leur volent après les avoir tués. Il dit à Georgia qu'aucun de ses amis ne reverra la lumière du jour. Mais avant qu'il ne puisse poursuivre son monologue, le maître lame sort son épée et le lacère dans le dos, le blessant mortellement, le laissant saigner sur le sol. Il dit à Yora qu'il en avait marre des bavardages incessants de cet homme et lui prend le cœur avant de s'approcher d'elle. Il l'appelle une chercheuse et lui demande de le mener à l'Éden. Yora n'a aucune idée de ce dont cet homme parle, alors il explique qu'il existe certaines personnes choisies, appelées les chercheurs, qui sont capables de voir l'Éden, un endroit où le cœur du donjon exauce tous les vœux de son détenteur. Yora lui dit qu'elle n'a absolument aucune idée de ce dont il parle et qu'elle ne sait rien de l'Éden. Pendant ce temps, le voyou au sol parle d'une bouche ensanglantée, maudissant le maître lame d'avoir trahi la guilde des ombres, affirmant qu'ils se vengeront certainement. Le maître lame cependant s'en moque éperdument et d'un seul coup d'épée met fin à la vie du voyou une fois pour toutes. Il affirme qu'il ne se soucie de rien d'autre et que tout ce qu'il veut, c'est acquérir le plus d'expérience de combat possible. Mais le problème surgit quand les gens commencent à vous appeler le maître lame et que personne n'est prêt à vous affronter. À ce moment-là, la seule façon d'acquérir plus d'expérience est de créer davantage d'adversaires à vaincre. Juste à ce moment-là, il sent quelque chose et se retourne pour voir Olivia et Crassia. Il rit et dit à Olivia qu'elle aurait dû rester chez elle après avoir appris sa leçon. Mais Olivia est trop en colère pour s'en soucier et crie qu'elle se vengera quoi qu'il arrive et qu'il ne s'échappera pas vivant de cet endroit. Yora se sent enfin un peu mieux et crie au maître lame de fuir s'il veut rester en vie, car même Rain et Alec devraient arriver bientôt et alors il n'aurait aucune chance de survie. Mel se contente de sourire, affirmant que si Georgia pense pouvoir l'effrayer et le faire fuir pour qu'ils évitent un autre combat, alors elle se trompe complètement. Et son sourire s'élargit encore plus lorsqu'il demande si c'est Alec et Alec Ygritte, fils d'Area Ygritte. Yora est confuse et demande comment diable il connaît Alec, mais Mel ne répond pas, affirmant que les choses vont devenir vraiment intéressantes maintenant. De retour à l'étage supérieur, Rain s'effondre, complètement épuisé après le combat. Il réalise qu'il ne serait qu'un fardeau pour ses coéquipiers s'il se battait dans cet état et dit à Alec qu'il ne pense pas pouvoir combattre davantage pour l'instant. Alec sourit et lui donne une potion de guérison, lui disant de se reposer, promettant qu'il sauvera Yora et s'assurera qu'elle ne soit pas blessée du tout. Avant de partir, Rain avertit Alec qu'il doit être très prudent avec ce maître lame qui a vaincu les boss du donjon d'un seul coup et se souvient que leur professeur avait un jour crié sur Rain pour son imprudence, lui disant que s'il rencontrait le maître lame, il ne devait en aucun cas l'engager. Alec sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter car il réfléchit avant d'agir. Sur ce, il promet de ramener toutes les filles en toute sécurité et se téléporte, tandis que Rain retombe au sol pour prendre un repos bien mérité. De retour à l'étage inférieur, Olivia fonce vers le maître lame avec fureur dans les yeux, hurlant qu'elle se vengera de ce qu'il a fait à sa mère, mais à sa surprise, elle change de direction à mi-chemin et saute au-dessus de lui, attrapant Yora et la ramenant en sécurité. Elle ordonne ensuite à Krasja de passer à l'offensive et Krasja utilise son sort de pluie de flèches pour créer un tas de flèches mystiques toutes tirées en même temps vers lui. Mel cependant ne bronche même pas et utilise simplement sa cape pour bloquer et briser chaque flèche qui lui était envoyée. Cela fait, il sourit en regardant les 3 filles, mais les filles ont aussi un regard déterminé. Et Georgia utilise rapidement son sort d'immobilisation, piégeant Mel dans un tas de chaînes tandis que Krasja charge une autre flèche sur son arc et que Georgia enchante son arc avec de la magie de flamme. Krasja tire alors sa flèche enflammée droit sur le maître lame qui est toujours lié, mais au lieu d'être effrayé, il se contente de sourire et, en un clin d'œil, sort son épée tranchant toutes les chaînes et la flèche enflammée. Krasja est choqué car c'était son attaque la plus puissante et avec la magie de soutien de Yora, elle aurait dû être imparable. Mais cet homme a tranché sa magie sans aucun effort. Olivia passe immédiatement à l'offensive et réalise que Mel connaissait déjà son plan pour sauver Georgia et il l'a quand même laissé faire parce qu'il voulait voir leur attaque la plus puissante pour évaluer leur force ou leur faiblesse. Elle comprend enfin pourquoi cet homme est la seule personne à bénéficier de l'exception de former un groupe solo de rang S alors que tous les autres doivent travailler en équipe. Elle apparaît derrière lui et tente de le frapper mais c'est inutile.
Alors que Mel bloque son attaque sans même regarder et la repousse, Olivia promet que c'est elle qui lui prendra la tête ce soir et lui fera payer toute la souffrance qu'il lui a infligée. Mel l'ignore complètement et affirme qu'il doit y avoir un guérisseur très doué à Fizzle, car les blessures qu'il lui a infligées auraient donc à donner du fil à retordre à n'importe quel guérisseur pour les soigner. Cela choque Olivia, surprise par ce brusque changement d'attitude. Mel poursuit, disant qu'Olivia s'est fait de bons amis et affirme que l'archère, avec la magie de soutien de Georgia, a montré un réel potentiel d'avenir. Mais ce masque tombe vite, car il affirme que malheureusement, ils ne verront jamais cet avenir, n'étant guère plus que des enfants, jouant aux aventuriers pour l'instant. Il se tourne vers Olivia et la traite de minable pathétique, affirmant être déçu par sa faiblesse et lui demande si elle a jamais appris quoi que ce soit de lui. Il lui dit que malheureusement, elle n'aura plus le temps de s'entraîner car il va lui donner une dernière leçon, celle de la mort. Un frisson parcourt l'échine d'Olivia alors qu'elle se souvient que toute sa vie, il fut comme un père pour elle, lui enseignant tout sur la vie, tout en affirmant qu'un jour elle pourrait même devenir plus forte que lui. Cela l'énerve encore plus et elle se jette sur Mel, la fureur aux yeux tentant de le taillader. Mais Mel la bloque sans effort avant de la frapper sans pitié au visage avec le plat de son épée. Il n'avait pas fini et enchaîne avec un coup de pied dévastateur à l'estomac qui la projette contre un rocher. Kreja ne peut supporter ça et lui tire immédiatement une flèche. Mel l'attrape facilement et la brise dans ses mains avant de dire à Olivia qu'elle est mieux seule, car la solitude rend fort. Sur ce, il se tourne vers Krasia et Georgia et lance une attaque d'une force insensée qui était certaine de les tuer. Mais au tout dernier moment, Olivia se force à bouger et s'interpose, bloquant l'attaque avec succès, protégeant Kreja et Jorah, mais elle finit par être tailladée elle-même et tombe au sol, le sang s'écoulant de son corps. Kresia se penche immédiatement pour la soigner, tandis qu'Olivia lui dit de conserver son énergie et de s'échapper d'ici au plus vite. Heureusement pour eux, Alec arrive à ce moment précis, sautant immédiatement sur Mel, furieux, brandissant son épée de toutes ses forces. Mel part le coup avec sa propre épée et le repousse. Alec retombe sur ses pieds et dit aux filles de s'occuper d'Olivia avant de se ruer à nouveau sur Mel. Mel reste calmement là et tire son épée alors qu'ils s'engagent de côté à tous deux dans un échange de coups d'épée, attaquant et contre-attaquant à chaque instant. Ils reculent pour retrouver leur équilibre tandis que Mel en profite pour se moquer encore plus d'Olivia, la traitant de faible, ce qui met Alec en colère qui se précipite sur Mel, lequel s'écarte simplement de son chemin. Mel interpelle Alec affirmant qu'il est magicien, pas épéiste, donc il devrait aussi utiliser ses capacités magiques s'il ne veut pas que ses amis pathétiques meurent d'une mort horrible. Cela enrage vraiment Alec qui crée un énorme dragon de foudre et le projette sur Mel. Le maître d'épée est un vrai Sigma et tient bon, parant le dragon avec son épée et réussit à le maintenir en position. Jorah n'en croit pas ses yeux que quelqu'un puisse tenir tête à un sort si puissant, mais Mel parvient à trancher le dragon, annulant complètement sa magie. Alec est sous le choc après avoir vu ça, tandis que Mel sourit en remarquant du sang couler de son front. Il affirme qu'Alec est l'aventurier parfait qui peut assouvir sa faim, mais le traite de magicien faible car il n'a trouvé aucun désir de tuer dans sa magie. Errol sourit, pensant à Rain et comment il lui avait dit de ne pas trop en faire. Il se tourne vers Mel et lui dit que s'il veut voir sa vraie puissance, alors il devrait la voir pour de vrai cette fois. Sur ce, il se met à briller en entonnant son sort, qui le transforme bientôt en un être de lumière. Georgia est choquée qu'il ose même tenter ça et explique qu'il y a longtemps, Errol a créé un sort original qui brise ses propres limites et il commence à aspirer l'énergie de l'environnement. Ce sort brise toutes les barrières et révèle son vrai potentiel de mage. Avec ça, il peut maintenant contrôler chaque élément magique, terre, eau, flamme, foudre et glace. Le seul problème est que ça épuise sa force vitale et peut même le tuer s'il en abuse. Alec, cependant, ne semble plus s'en soucier à ce stade, alors qu'il dit à Mel de foncer, car un seul d'entre eux